La situation se dégénère au Cameroun au fil des jours, pendant que justement au niveau des pays voisins, des mesures ne cessent d'être prises pour justement venir à bout de cette pandémie, le coronavirus, encore appelé Covid-19. Au Cameroun, malheureusement, ce sont des communiqués et des tweets qui font donc office de mesures pour barrer définitivement la route au coronavirus. Des constats tristes comme à l'entrée de certains hôpitaux où il n'existe ni eau, ni savon, ni désinfectant justement pour ne serait-ce que respecter la règle première d'hygiène qui est de se laver les mains avec de l'eau. Et c'est dans ces mesures justement que le Cameroun compte barrer la route au coronavirus. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la Ligne Rouge qui s'intéresse ce matin au silence du président Paul Biya face bien sûr à cette crise sanitaire appelée Covid-19. C'est du moins ce que pense la classe politique camerounaise, une certaine opinion de la société civile également, qui n'ont de cesse de se poser la question de savoir, mais où est passé le président Paul Biya? Une question sujette à une grande polémique au Cameroun. Nous en parlons avec vous ce matin, fidèles téléspectateurs, mais également avec vous, Patrice Tapak. Bonjour. Bonjour Lida Dedi, bonjour aux techniciens, bonjour au monde. Alors, cela fait exactement 60 ans que la souveraineté internationale des pays africains est suspendue entre les mains du banditisme international. 60 ans que les dirigeants africains ont absolument soumis leur population à être plus en insécurité avec eux qu'avec l'ennemi commun qui est étranger. Alors encore un matin, il va falloir balader la lumière, notre raison dans les obscurités sacrées de ce banditisme planétaire sur le continent africain. Alors pour entrer dans cette direction-là, deux couloirs. D'abord le premier, la trouvaille qui devait suivre ce Covid-19 a été faite depuis hier. Ça s'appelle poche vide 20. Poche vide 20. Parce que vous savez que l'un des objectifs opérationnels, c'est justement rendre davantage pauvres les pauvres et puis davantage riches les riches. Avec ces mesures de confinement où les policiers et les forces de sécurité, notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou encore au Sénégal, décident de faire subir des conditions inhumaines aux populations qui subissent déjà la tristesse du confinement, et donc en leur imposant des danses devant des caméras, des pompes qu'ils doivent faire parce qu'ils doivent absolument respecter ces consignes-là qui ont été parachutés sur le continent africain et qui ont été répétés par les gouvernements africains comme des perroquets. Et donc c'est compliqué avec cette affaire-là, et nous allons certainement revenir sur le Cameroun puisque c'est votre sujet de ce matin. Et maintenant, deuxième couloir, là c'est une note triste. Pape Diouf, le franco-sénégalais, s'est éteint hier à la suite du développement de ce coronavirus que vous voyez à l'image. Un grand Africain également qui a référencé le continent sur l'Hexagone, notamment dans les milieux footballistiques. Il a été depuis 87 dans le haut management de l'Olympique de Marseille. Et puis là-dedans, il a embrassé une carrière de manager, c'est-à-dire d'agent de joueur. Il a notamment encadré les belles Joseph Antoine, les Massé de Saï, vous avez des Nasri, Samir Nasri et Didier Drogba. Ils sont peut-être une quinzaine comme ça qui ont été encadrés par lui et dont les carrières ont été très fulgurantes sur la scène footballistique internationale. Il s'est éteint hier. Il a été depuis 2004, il est passé manager général de Marseille. Il est passé en 2005 président de ce club-là, et on note justement que pendant son séjour à Marseille, le seul club français à avoir remporté la Champions League, c'était en 93. Il y était dans le top management. Donc, il s'est éteint hier et on va lui incliner le chapeau parce que il a marqué justement la touche africaine dans cet environnement international qui est truffé d'un banditisme systémique et qui continue d'ensevelir les vies africaines. Donc, c'est ce Covid-19 qui est ventilé comme étant la raison qu'il a éliminé hier, au moment où on était en train de s'apprêter justement à l'envoyer en confinement dans un avion médicalisé à Paris. Et donc, il s'est éteint avant. Malheureusement, l'Afrique l'a encore perdu. Donc voilà les deux couloirs qui confortent mon entrée dans la direction que j'ai indiquée en chapeau tout à l'heure.
Merci à vous, Patrice Sapak. Et comme je le disais tout à l'heure, la thématique de ce matin porte notamment sur le silence du président Paul Biya face, bien sûr, au coronavirus, à cette pandémie. Un silence qui crée donc la polémique au sein des différentes classes politiques camerounaises, mais également, on va le dire, africaines, parce qu'il n'y a pas qu'au Cameroun que ça commence un peu à s'interroger sur l'existence du chef de l'État, parce que même hors des frontières camerounaises, ça va bon train. Alors, ce qui veut dire, à brûle pour point, et pour rentrer dans ce débat-là, de la vérité, c'est que le Cameroun est sur pilotage automatique, avec un pilote principal qui est somnambulique. Et il a laissé le gouvernail et les manettes de la direction d'avion à ses copilotes aux membres de son équipage. Alors, ces gars-là se déploient dans un environnement qu'on appelle le RDPC avec ses amis, le Rassemblement démocratique, je ne sais pas de quel peuple, mais plutôt des petits copains, qui a des missions bien claires. Animation, célébration, danse, nourriture, boisson, mensonges, vol et griotisme à l'endroit du chef de l'État. Et vous voyez, donc le silence de Biya est orchestré par cette équipe-là qui passe le temps à le rassurer. Non, nous allons gérer tout. La délégation, c'est le premier système de management. Le meilleur système. Patrice, sans toutefois vous couper, je crois, en début de semaine, nous avons vu l'exemple d'un chef de l'État qui ne s'est pas en tenu au rapport qu'on lui a ramené à son palais et qui a voulu lui-même aller sur le terrain. Ça fait quand même 38 ans que chaque fois il y a des rapports qui arrivent, C'est ce que j'étais en train de vouloir démontrer. C'est-à-dire que la délégation, c'est le meilleur système de management. Mais la délégation ne signifie pas abandon de la responsabilité de l'affaire, surtout quand il s'agit d'une question de crise. Vous savez, le dernier élément en date que le Cameroun a connu, et qui est encore en train de connaître en ce moment, c'est la crise anglophone, qui a duré déjà 4 ans. Paul Biya n'a fait aucune sortie. Il est resté dans son palais. Voici le le Covid-19 qui est en train d'ensevelir les vies. Je note que le premier cas a été détecté au Cameroun le 6 mars. Le courant, on a déjà terminé avec mars hier, on est en avril, donc le 6 du mois dernier, ça s'est déclaré au Cameroun. Et donc, à ce moment-là, on avait déjà passé le cap des 100 000 cas détectés dans le monde et on était déjà à 3 400 morts. Donc, c'était l'occasion, parce que gouverner, c'est prévoir, pour que les chefs d'État africains prennent déjà, au moment où ça avait été annoncé depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui, prendre des résolutions et des dispositions pour que cela n'arrive pas, aucun cas ne soit détecté sur nos territoires. Eh bien, il y a eu le silence assourdissant de Paul Biya qui continue de faire confiance à ses collaborateurs qui sont les principaux meneurs de ce silence systémique là au niveau du Cameroun et qui ensevelit les vies, puisque vous savez que pendant la crise anglophone, il y a eu beaucoup d'acteurs de ce gouvernement qui sont partis essayer d'aller négocier alors qu'ils n'avaient aucune légitimité sur place, alors que c'est lui, Paul Biya, le président, qui devrait sortir, aller en zone anglophone, parler à ses fils pour leur dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi, je vais prendre des décisions. C'est cela, être avec le peuple. Alors, lorsqu'on a une pandémie comme celle-ci, définie comme telle par les fins limières de ce banditisme international, eh bien, il devait prendre à bras le corps. Vous savez que partout, Touadéra a parlé, Idriss Déby a parlé, Ali Bongo malade, a demandé qu'on additionne le matériel médical qui devait être transfusé vers justement les services médicaux, vers les services de sécurité, vers ceux qui doivent parce que vous savez que les garnisons militaires travaillent également à la santé, donc il fallait envoyer tout ça pour pouvoir s'y construire et que les ménages soient aménagés. Et il a veillé lui-même à ce que cela soit arrivé, puisqu'il allait lui-même réceptionner le matériel à l'aéroport. Donc tous les chefs d'État sont partis. Idriss Déby a parlé et nous retenons également un événement en date tout récent, c'est que Idriss Déby, 198 de ces éléments de l'armée mourir dans une trappe à Boma, a pris sur lui d'entrer dans l'hélicoptère, monter là-bas et puis a décidé de rester sur place pour s'y construire lui-même en ayant arboré les treillis militaires jusqu'à ce que cette victoire de Boko Haram soit évacuée. Je note qu'on a 1600 morts parmi les forces de sécurité au Cameroun. Rien n'a été fait par le chef d'État et au moment où je vous parle, il est à Vomeka, dans son village avec pratiquement 12 médecins qui veillent à ce que cette affaire-là ne lui arrive pas, puisqu'il a pris des décisions en poussant le Premier ministre à venir répéter comme un perroquet ce qui a été indiqué depuis l'Occident, alors que les mesures
palliatives et les mesures d'accompagnement n'ont pas été mises en place. Alors, vous allez dans les hôpitaux, Douala qui est une costaud d'agglomération d'ailleurs, la plus costaud, les hôpitaux se renvoient des responsabilités. Vous allez à l'hôpital général, on vous dit non, allez à la cantine, qui est considéré au Cameroun par l'opinion comme un mouroir. Il n'y a même pas des éléments primaires, justement, de salubrité et d'hygiène là-bas. Donc, ça se passe comme ça un peu partout. Vous avez des agglomérations comme à Yaoundé, à Douala ou Bafoussam, qui sont les 3 plus costauds de villes du Cameroun, où des mesures strictes devaient être prises. Paul Biya lui-même, en tant que chef d'État, devait être accompagné des autorités sur place pour aller veiller à ce que cela se passe. Parce que la délégation reste le meilleur système de management. Alors, chaque leader doit avoir la conscience intelligente que pour mieux cerner sa responsabilité sociale, tout son mérite réside dans la qualité de choix de ses collaborateurs. Si vous avez donc des collaborateurs qui sont dans ce que Pascal Charlemagne Msanga Nyamding, un politicien de ce même RDPC qui est justement dans l'aile progressiste, parle souvent de coup d'État scientifique organisé, et bien vous êtes là-dedans. Parce que le dilettantisme avec lequel les médecins prennent cette affaire, et c'est comme si c'était pas un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent même dans les hôpitaux, on demande à se faire tester, ils disent non, on n'y a pas de test, et puis regardez, voici des sacs, des éléments de test, on attend que les résultats arrivent. Vous avez, quand la crise a commencé, il n'y a que 7 lits à Yaoundé, à Douala, Douala 3 lits, Yaoundé 4 lits, avant qu'on ne renforce peut-être 2 ou 3 semaines plus tard, où l'isolement devait se faire avant la mise en quarantaine si les tests avaient été positifs. Alors, rien n'a été fait. On est en train de se demander ce qui ne va pas avec le président Paul Biya. Pourquoi est-ce qu'il ne frappe pas de la main sur la table pour essayer, s'il ne peut pas frapper de la main sur la table, il a des instruments qu'il peut utiliser pour protéger finalement ce peuple camerounais qui est perdu aujourd'hui, alors qu'il a cotisé le peuple camerounais pratiquement 74 000 milliards depuis 1982, remis entre les mains de ce monsieur, alors qu'on ne voit pas exactement ce qui a bien pu se passer. Et on note justement dans ce dilettantisme-là que le président de l'Assemblée nationale est revenu de Paris dans une urgence, alors qu'on disait déjà qu'il faut faire tester tout le monde. Il est rentré à l'Assemblée nationale saluer les gens. Pour remplir à son poste. Alors, pour rester dans le même sillage, Patrice Sapak, il y a quand même, bon, ils nous diront, oui, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a un numéro vert qui est attribué, je crois, c'est le 15-10. Mais lequel numéro, voilà, parfois ils sont occupés. Pour quelqu'un qui est en train de mourir du Covid ou alors qui a des inquiétudes par rapport à son état de santé, on a l'impression de se retrouver dans un pays mouroir. Oui, c'est un complot partagé sur le plan national. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de Paul Biya qui doit rester au pouvoir en journée, et ces mêmes gens, le départ de Paul Biya est un plat préféré le soir, dans la nuit. Mais pensez-vous qu'il soit au courant effectivement de ce qui se passe? Le président de la République doit être le premier à être informé. Et il doit avoir tous les instruments, justement, se donner les instruments pour avoir l'information. Parce que je note de nouveau que l'information, c'est l'élément central à partir duquel on architecture toute stratégie. Et donc, si vous n'avez pas d'information, ça veut dire que vous n'avez pas de diagnostic. Alors, le diagnostic permet d'appliquer la thérapeutique exacte. Et si vous avez loupé le diagnostic, vous allez appliquer la mauvaise thérapeutique. Alors, si donc le chef de l'État ne peut pas être informé parce qu'il est dans le somnambulisme que j'ai indiqué, laissant donc ces copilotes-là qui lui donnent le cap de l'avion sans jamais lui donner la position de l'avion. Quand il y a une petite secousse, il se réveille, il regarde ce qui se passe. On dit non, voici le cap de l'avion. On ne lui dit pas quelle est la position de l'avion parce que chacun a une destination qu'il veut donner à l'avion. Donc c'est compliqué de soutenir ce genre de choses alors que le peuple est en danger et on est dans une situation de banditisme international où l'objectif est d'éliminer les pays africains. Pourquoi les autres présidents prennent la responsabilité? On a Macky Sall qui a pris 1000 milliards dans un budget de pratiquement 4200 milliards là-bas, pour injecter, afin d'abord d'aider les entreprises, les ménages et même la diaspora. Et surtout, essayer d'apporter un fonds spécial pour les secteurs d'activité qui sont amortis, justement envenimés par cette histoire-là, notamment la culture, où les concerts ont été renvoyés à gauche et à droite parce qu'il faut attendre que la situation redevienne sereine. Et il faut les secteurs qui ont été touchés, les bars, les transports, etc., ils vont être pris en compte là-bas. Et c'est lui-même qui a pris cette décision et il est sur le terrain pour regarder. Alors, ici, Paul Biya a créé un fonds de souveraineté, un fonds de solidarité nationale, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent
hein, il n'y a pas de budget pour pouvoir gérer cette affaire en loi de finances rectificative, en révisant les objectifs qui ont été fixés par la loi de finances qui s'est tenue en mars, et donc le mois dernier. Donc il crée un fonds de solidarité où tout le monde doit cotiser. Bon, c'est normal, puisque ces ministres ayant s'étant distingués par cette histoire de détournement et machin, vont aller prendre cet argent qu'ils ont disséminé partout pour venir compléter ce fonds de souveraineté. Lui-même, il a donné 1 milliard en restant dans son village et en attendant bien, et c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche, c'est-à-dire que vous faites semblant d'oublier qu'il y a un problème en espérant qu'il se résolve seul. Donc c'est de ça qu'il est question. On élit un chef d'État pour venir prendre des décisions. Ce n'est pas pour venir rester dans le silence, et il faut faire attention de confondre entre l'incapacité à gouverner et la réserve, parce que les gens parlent trop de réserve. Il est trop réservé, mais on n'est pas réservé lorsqu'on doit prendre des décisions. On peut être réservé, mais prendre des décisions fermes pour protéger le peuple. C'est de ça qu'il est question, Lida dit. Et sur ce point-là, il ne faut pas blaguer, parce qu'on a l'impression souvent qu'on caresse Biya. Biya doit être sur la place publique pour prendre ses responsabilités. Et il faut qu'il fasse attention, parce que c'est cette histoire-ci du coronavirus qui peut entraîner avec le banditisme qui est déjà positionné à gauche, à droite, qui peut l'évacuer du pouvoir. Donc il faut qu'il prenne rapidement sa posture de chef d'État et qu'il fasse ce qu'un chef d'État doit faire. Alors, en rappelant aux téléspectateurs que le standard est ouvert et que vous pouvez composer l'un des numéros de téléphone qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et apporter justement vos différentes contributions. Et nous rappelons ce matin justement que parlant des mesures palliatives, on l'a dit, plusieurs chefs d'État justement en ont donné, en dehors des mesures à respecter pour limiter la propagation du coronavirus. Il y a la Banque mondiale et le FMI qui appellent à suspendre le remboursement des dettes aux pays IDA, et le Cameroun en fait partie. Donc on peut comprendre ici justement que parlant tout à l'heure, vous avez parlé de l'assiette fiscale tout à l'heure, disons que voilà, il y avait quelques soucis, c'est pourquoi le président a fait un don d'1 milliard de francs, mais on rappelle que lorsqu'on fait une division de ces 1 milliard de francs CFA par 25 millions de Camerounais, ça renvoie à la somme pratiquement de 40 000 francs par Camerounais. Pour en faire quoi? La question reste encore sans réponse. Il faut cotiser. Il y a eu des cotisations qui ont été faites justement pour les victimes de la crise dite anglophone. On n'a pas de suite justement de ces cotisations. Est-ce qu'il y aura une suite justement en ce qui concerne les nouvelles cotisations donc annoncées, pendant qu'ailleurs il y a des hommes d'affaires, il y a des richissimes hommes, justement des volontaires qui contribuent avec cœur et joie justement à la lutte contre le coronavirus. Pendant que justement dans certains pays, vous l'avez dit, Macky Sall a pris certaines mesures, mais pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les dirigeants, si je le dis entre guillemets, pourquoi est-ce que le sérail en lui-même ne peut pas également suivre l'exemple du chef de l'État? Encore que s'il n'a que donné 1 milliard de francs CFA, peut-être les autres s'arrêteront à 100 000 francs. C'était juste un commentaire entre guillemets. Pour justement aller au standard, prendre Madame Yao, bonjour. Bonjour Madame Yao. Ça passe? Bonjour au standard. Alors, Madame Linda, vous savez? Allô? Bonjour, je suis là. Madame Linda, vous savez, nous les patriotes qui supportons le président Paul Biya, nous qui supportons le président Paul Biya, ce n'est pas parce que le président Paul Biya a vraiment fait des merveilles au Cameroun, non. Mais nous ne voulons pas que des gens viennent déstabiliser le Cameroun. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, ce que nous avons vécu, son Dieu et ses mercenaires sont venus déstabiliser le pays. Aujourd'hui, c'est le chaos total. Donc, nous ne voulons pas que des Africains tombent encore. C'est pour cela que, avec ce qui se passe à Bamenda, ce qui se passe avec Kamto, nous avons fait bloc derrière le président Paul Biya. Ce n'est pas sa personne que nous voulons, c'est la patrie que nous regardons, c'est le Cameroun que nous regardons. Nous ne voulons pas le chaos, nous ne voulons pas que nos frères camerounais meurent. C'est pour cela que nous, les patriotes, nous supportons le président Paul Biya
parce que actuellement c'est lui qui est le président du Cameroun. Ça c'est d'un. Et de deux, moi je voulais interpeller tous ceux qui entourent le président Paul Biya. Nous tous, nous savons que le président Paul Biya, il est fatigué, il est malade. Et ce virus-là, Covid-19 là, c'est vrai que ça touche les jeunes, mais les jeunes guérissent. Mais les vieux comme les Paul Biya et nos présidents là, ils sont exposés parce que c'est des gens qui ont déjà des pathologies lourdes. Donc, il suffit d'un peu et puis ils sont morts. Et donc, eux, ils pensent plutôt à leur santé. Mais je pense bien, il a peur de mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu sur terre? Il peut affronter et puis venir. Maintenant, si c'est parce qu'il est fatigué, si c'est parce qu'il est malade, qu'il ne peut pas, mais tous ceux qui l'entourent là, qu'ils prennent des mesures pour protéger la population. Il faut qu'ils prennent des mesures pour protéger la population. Parce qu'avec ce qui se passe, ce silence, on ne comprend rien là. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à mettre le désordre là vont profiter de cette situation-là et puis venir mettre le chaos dans le pays. Ils vont profiter de ça pour dire, ouais, vous voyez, il y a un virus qui tue les gens et le gouvernement Paul Biya ne peut rien faire. Allez, soulevez-vous. Le peuple, quand le peuple est fatigué, quand le peuple a faim, quand le peuple a peur, il ne réfléchit plus. Vous comprenez? Nous ne voulons pas de désordre. Nous demandons au président Paul Biya. Le président Paul Biya, si vous êtes fatigué, vraiment, essayez de faire quelque chose pour le peuple. Parce que nous, on a honte. Nous qui vous soutenons là, nous avons honte, ça fait honte, ce qu'on vient de voir là. Et puis c'est ça, quand on n'est pas souverain. Quand on n'est pas souverain, c'est comme ça. Il a suffi que le petit Macron parle, et puis allez, nos présidents vont prendre ils vont venir aussi, oui, confinement, on nous frappe à 21h, alors qu'il n'y a rien n'est fait. Moi, je suis, où je vous parle là, je suis malade. Hein? J'ai ce qu'on appelle l'arthrose. Je me fais suivre par un médecin dans un CHU de la place. Vous comprenez? Parce que le traitement est très cher dans les cliniques. Donc c'est dans un CHU de la place qu'on nous traite. Mais aujourd'hui, le médecin ne peut pas nous recevoir parce qu'ils disent que si on arrive là-bas, nous sommes exposés. Il n'y a rien dans les CHU. Rien du tout. Actuellement, nous sommes malades. Nous avons des douleurs un peu partout. Mais le médecin ne peut pas nous recevoir parce qu'il n'y a rien dans les CHU. C'est pareil partout. Hein? Ces vieux-là, ils ont peur de mourir. Dès qu'on a dit coronavirus, ça tue plus les vieux, eux, ils sont allés se mettre à l'abri et puis ils exposent la population. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Batakani et puis les autres là, vous nous avez amené à supporter le président Paul Biya. Vraiment, levez-vous, venez dire quelque chose pour que ceux qui entourent Paul Biya là, tout l'argent qu'ils ont amassé là, qu'ils mettent ça sur la place publique pour essayer de protéger la population camerounaise. Pareil en Côte d'Ivoire ici aussi. Merci. Merci à vous, Madame Yao, pour votre participation. Le standard reste donc ouvert pour permettre aux autres téléspectateurs d'ailleurs d'apporter leurs différentes contributions ce matin. Et nous allons prendre ce téléspectateur depuis le Cameroun. Bonjour. 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 Bonjour, nous vous écoutons. Alors? Alors? Monsieur, nous vous écoutons. Alors, juste une petite précision à apporter à nos téléspectateurs. Lorsque vous appelez, évitez de vous réécouter. Et donc, une fois que vous passez par le standard et que le standard vous dit allez-y directement, ne cherchez pas à vous réécouter, s'il vous plaît. Au standard, nous avons un appelant depuis la France ce matin. Bonjour. Serge Bicano, bonjour. Le monsieur du panel et tous les Camerounais qui nous suivent. Et franchement, j'aimerais que tous les Camerounais sachent que le temps n'est vraiment pas à la rigolade. Parce que le confinement que nous avons subi ici en Europe, et quand vous sortez dehors, vous prenez une amende si vous ne justifiez pas votre sortie. Et alors, je me rends compte qu'au Cameroun, chez nous, on est toujours dans la blague. Et quand le gouvernement nous dit qu'il a un fonds de solidarité pour les Camerounais, de qui se moquent-on vraiment? Vous savez, des milliards qu'on a dévotés pour le dialogue national et pour sauver les vies des Camerounais, on nous dit nous de cotiser.
Vous avez un cas qui circule sur les réseaux sociaux où les maires de Douala indiquent que les populations doivent boutiquer, sinon on ferme leur boutique. Est-ce que c'est normal? Parce que laissons côté politique de côté et regardons la vérité en face. Pour l'instant, on n'a encore rien en Afrique. Mais croyez-moi que quand ça va toucher le Cameroun, cette maladie va décimer tous les peuples camerounais parce qu'on n'en a pas de moyens pour tenir face à cette maladie-là. Nous, on prie seulement Dieu que quelque chose soit fait. Il faut que le gouvernement réagisse. On n'attend pas qu'il soit trop tard. Ce qui se passe en Europe, c'est parce que les Européens, les Américains, quand les Chinois ont lancé l'alerte, ces gens-là ont scientifié cette maladie. Ils ont dit que oh non, c'est chez les Chinois, ça n'arrivera pas chez nous. Et maintenant, c'est en Europe. L'économie européenne est complètement à terre. Mais le gouvernement suivi. Imaginons-nous un peu ce qui va se passer au Cameroun. Si on ne prend pas des mesures adéquates, on laisse la politique de côté. Alors, s'il y a des gens qui peuvent tenir la tête de ce, pourquoi on puisse sortir de ce... Le ministre de la Santé, il fait énormément, mais il a les mains liées parce qu'il ne peut pas prendre les décisions. J'exhorte tous les Camerounais de respecter les règles, les consignes qui ont été données et que le gouvernement vraiment fasse son travail. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir appelés. Margot, vous êtes au standard. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Afrique Média. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Margot. Afrique Média. Bonjour Afrique Média. Margot, nous vous écoutons. Et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonjour très spécial à vos braves hommes et femmes qui travaillent dans l'homme. Je parle de vos techniciens, c'est là qui permettent au monde entier de nous écouter. Bonjour également à M. Sapak. Merci une fois de plus, M. Sapak, d'être là pour nous édifier. Je commencerai, Madame Linda Dedi, par dire aux Camerounais que ceux qui ont la trentaine comme moi devraient déjà, s'ils ont souvent suivi ce qui se passe au Cameroun, le président Paul Biya n'est pas du genre à beaucoup s'exprimer, à beaucoup bavarder et à beaucoup parler. Donc, il faudrait déjà qu'ils mettent leur mal en patience. Quant à ce qui concerne le traitement ou bien la prise en charge du coronavirus, moi je suis et je me fie aux concernés. Par exemple, le ministre de la Santé, Mme Linda Dedi, j'ai suivi ce monsieur, je le suis et je le suis tous les jours parce que ce monsieur fait des sorties tous les jours pour informer les Camerounais sur la situation du coronavirus. Vous savez, le traitement du coronavirus coûte excessivement cher. M. Sapak a pris l'exemple de certains pays. Mais est-ce que ces pays-là dont M. Sapak a pris l'exemple, les présidents se sont exprimés? Est-ce que le nombre de morts est comparable? Est-ce que le nombre de morts au Cameroun est comparable au nombre de morts dans ces pays-là? Mais je crois que non. Est-ce que le traitement affligé aux citoyens de ces pays-là est comparable à celui du Cameroun? Je crois que non. Donc, pour un malade, il faut au moins en moyenne 2 bonbons d'oxygène par jour, Madame Linda Dedi. Et le gouvernement camerounais s'est chargé de résoudre, en fait, d'apporter ces solutions-là. Donc, il faudrait que nous écoutons et que nous croyons. Ça, c'est une crise sanitaire, elle n'est pas politique. C'est une crise sanitaire, ça nécessite la présence, ça nécessite le soutien ou alors l'apport de tous les citoyens camerounais. Si nous respectons les consignes données et que nous nous confinons, regardez un peu comment la maladie évolue. Regardez comment elle évolue, surtout dans la région du littoral, ici où je suis. Vous voyez que c'est des étrangers qui ont apporté la maladie. Quand je dis des étrangers, ce sont nos frères qui sont revenus. Et le ministre de la Santé a mis sur pied plus de 1500 délégués médicaux qui vont commencer à faire le porte-à-porte pour pouvoir tester les gens. Et donc, il faudrait que nous sachions que le gouvernement est en train de faire sa part, est en train de faire son travail. Donc, nous devons juste accompagner. Nous pouvons demander davantage, plus, qu'il fasse mieux. Mais je crois qu'à se limiter à s'apitoyer sur le silence du président, pour moi, c'est bon, c'est pas ce qui me tient le plus à cœur. Je vous remercie, Madame Linda Dedi. Je n'ai pas pu dire bonjour à tous les Africains qui nous écoutent parce que le temps nous est vraiment serré. C'était difficile de vous avoir ce matin. Merci et bonne continuation. Merci à vous, Margot, pour votre contribution. Mais à titre d'information, juste vous rappeler justement que les messages qui sont donc donnés tous les jours, que ce soit les tweets ou encore les messages du ministre, ne sont que, j'ai envie de dire, des informations pour nous donner le nombre de cas augmenté à celui qui existe déjà.
parfois le nombre de personnes testées à ceux qui existent déjà testés positifs. Mais ce qui n'est pas dit dans ces messages, c'est que lorsque vous appelez le 1510, ça sonne dans le vide. Soit la ligne est toujours occupée. Ce qu'on oublie de nous dire, en fait, c'est que justement, quand vous allez vous rendre dans un centre, dans un foyer au Covid-19, je prends le cas, par exemple, de l'hôpital La Quintini, là-bas, on vous renvoie très souvent à l'hôpital général. Et quand vous allez à l'hôpital général, on vous renvoie à La Quintini. Et quand vous êtes fatigué de faire le ping-pong, et que vous avez peut-être la chance de tomber, peut-être par votre témérité, vous avez la chance de tomber sur un médecin, notamment qui se trouve sur le site de l'isolement et qui vous présente et qui a l'honnêteté de vous dire qu'il n'y a plus de tests. Et vous en apporte la preuve en vous présentant d'ailleurs des tests qui ont déjà été faits et qui attendent d'aller au centre Pasteur à Yaoundé pour analyse, pour revenir une semaine plus tard. Vous comprenez qu'il faut prendre avec des pincettes les messages qui sont très souvent partagés aux Camerounais. Ce sont justement des révélations faites à la suite d'une enquête menée, chère Margot. Nous repartons au standard. Bonjour. Heureux d'être avec vous ce matin. Madame Dedi, j'ai écouté attentivement les propos de M. Sapak qui sont très porteurs. Je voulais apporter ma petite contribution. Ce n'est pas pour aller en contradiction avec lui, mais c'est juste pour rejoindre un tout petit peu ce qu'a dit Madame Cissé, la première appelante de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, pour le cas du président Houphouët-Boigny en 1993, parce que j'étais en Côte d'Ivoire pendant cette période, il y avait des spéculations qui se faisaient autour du président sur sa mort, avant même qu'il ne meure, et jusqu'au 7 décembre que RFI a décidé d'annoncer officiellement. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà préparées des mois en avant, en arrière. Et je prends le deuxième cas, celui de Omar Bongo, Ali Bongo, autant pour moi. Le président Ali Bongo, il y a eu des spéculations qui ont été faites sur sa mort parce qu'il y avait un silence radio, parce que monsieur se traitait, et finalement, quand il a apparu, tous ces détracteurs sont rentrés, on dit dans le jargon ivoirien, sont rentrés en brousse. Ça veut dire qu'ils avaient la tête de l'autruche dans le sol. Vous voyez. Et le troisième cas, c'est celui qui nous arrive aujourd'hui au Cameroun. Bon, c'est vrai que son silence peut déranger, mais si le président fait des dérogations pour donner des pouvoirs à certains proches de son gouvernement pour s'activer par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi sa présence serait absolument, je dis bien, absolument nécessaire. Si le Premier ministre parle et que le ministre délégué a telle tâche, soit de la santé, le ministre de l'administration territoriale, etc., ça ne doit pas normalement causer problème, à moins que ces détracteurs, je parle déjà de l'opposition radicale, veuillent à tout pour s'aimer le trouble dans le cœur des Camerounais, c'est-à-dire détourner l'attention des Camerounais par rapport au coronavirus sur un problème politique qui a été déjà enterré, selon moi, puisque un de ces partis radicaux a refusé carrément de s'ingérer dans la vie politique camerounaise. Donc pour moi, c'est une forme de récupération. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Le président, certes, a sa méthode, il a toujours été un homme du silence. Qu'est-ce qui prouve aussi qu'il n'est pas en train de faire comme le président Ali Bongo qui a fait, disons, qui a créé une forme de buzz et les gens ont commencé à ruminer au point même que certaines personnes ont été repérées lorsqu'il est réapparu officiellement. Qui sait si c'est le même cas au Cameroun? Dieu seul nous le dira. Et l'avenir également nous le dira. Par contre, moi je reproche beaucoup aux Camerounais, lorsque cette pandémie a commencé à faire des ravages en Europe, et surtout, ça a commencé à arriver en Afrique du Nord, etc., il y avait cette négligence. Il y a certaines personnes même qui ont eu un langage un peu cru vis-à-vis de cette maladie. Vous connaissez bien les Camerounais, comment ils réagissent. Quand vous leur parlez de quelque chose, ils vous répondent par des onomatopées. Je ne veux pas le dire ici sur les antennes, c'est pas intéressant. Et ils disent que ça n'arrive qu'aux autres, ça c'est pour les autres, ça c'est pour les autres, etc. Mais aujourd'hui, ça commence à faire des ravages et tout le monde court. Tout le monde a peur, tout le monde court vers l'hôpital. Du coup, on pointe du doigt le gouvernement, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ceci. On peut comprendre que le Cameroun n'est pas un pays riche, même si on détient une richesse au sous-sol. Mais on fait avec les moyens de bord. Et c'est par rapport à ces moyens de bord qu'on demande à certains, on a demandé à certains de faire attention, de rester confinés.
on a demandé, on a pris des mesures également par rapport à ce entre-greffe au confinement, selon les possibilités et les moyens financiers du gouvernement. Aujourd'hui, ça a commencé à faire ravage, 200 cas détectés. Ça fait déjà un peu peur pour un petit pays comme le Cameroun. Donc, on demande maintenant à la population de respecter simplement les consignes. Respectons les consignes de l'administration. Ou bien alors, il faut que ça vienne absolument de la bouche du président Paul Biya en visio pour dire, chers compatriotes, respectez. Je crois que le Camerounais lui-même a un problème. Et c'est ce qui va peut-être créer tout ce carnage dans le pays si on n'arrive pas à rentrer dans l'obéissance. Voilà où je voulais souhaiter Madame Dedi, et merci de m'avoir donné l'antenne. Bonne continuation. D'accord, merci à vous également. Vous rappeler que voilà, ce dont parle M. Patrice Apac ce matin, c'est pas le fait de ne pas respecter les mesures d'hygiène. C'est une chose, mais quelles sont les mesures d'accompagnement de ces mesures restrictives qui ont été données par le gouvernement? Je prends le cas de la France. Vous restez chez vous, mais vous êtes exempt de certaines factures, par exemple, parce que vous n'allez pas au travail. Le gouvernement a pris cela sur lui. Alors au Cameroun, restez chez vous, mais après vous faites comment pour payer votre loyer? Après vous faites comment pour payer vos factures d'électricité, les factures de l'eau? Vous faites comment par la suite? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Où est l'état d'urgence? Donc, je voudrais qu'on soit quand même un peu clair là-dessus. C'est clair que le Camerounais est têtu, comme on peut le constater. Il y en a qui ne respectent pas jusqu'ici ces mesures, au moins pour éviter la propagation. Mais en même temps, il y a des questions qui subsistent, les mesures palliatives à ces restrictions. C'est de ça qu'il s'agit également ce matin. Je crois que c'est de ça que parle Patrice Apac. Absolument. Absolument. Il faut bien aiguiser la compréhension des analyses qu'on fait. Et puis, ce ne sont pas des analyses en termes de communication, pour communiquer. C'est des analyses pour l'action. Le gouvernement ne gère pas en communiquant seulement, mais en agissant. Alors, pour agir, il faudrait qu'il y ait un couloir pour le chef d'État de s'assurer que les instructions qu'il a données, je parle par pédagogie de l'expérience au Cameroun. Paul Biya, ça fait 38 ans qu'il est au pouvoir, et il a eu la même façon de faire, c'est-à-dire qu'il donne des instructions, il reste au palais, il attend qu'on lui fasse des rapports. Et donc il y a ce qu'on appelle la crise de communication et la communication de crise. La crise de communication, c'est que justement, les objectifs qui sont assignés au départ ne sont pas atteints parce qu'on a obstrué la voie de l'information sur cette action-là. Et donc, la communication de crise arrive lorsque, comme on n'a pas atteint les objectifs, eh bien, il y a un soulèvement peut-être de la population, etc. On est surpris par une action populaire et ça devient un problème. Donc, comme gouverner, c'est prévoir, et que la délégation, qui est le meilleur système de management, n'implique pas qu'on donne des instructions et qu'on reste à côté. Il faut y aller parce que ce n'est pas l'abandon de la responsabilité de l'affaire. C'est Paul Biya qui a été élu par les Camerounais. C'est encore lui qui doit rendre compte aux Camerounais. Il ne s'agit pas d'un défilé des collaborateurs qui viennent raconter tout et n'importe quoi, comme on a eu l'expérience au Cameroun avec les résultats qu'on a sur le plan socio-économique. Donc il faudrait qu'il descende parce que c'est lui le chef de l'État. C'est lui le commandant en chef. J'ai convoqué un ensemble de cas. Idriss Déby, ça ne fait pas 72 heures qu'on a indiqué qu'il allait se sédentariser au niveau de Boba pour veiller à ce que, c'est pas parce qu'il n'a pas de militaires, c'est pas parce qu'il n'a pas de chef d'état-major, c'est pas parce qu'il n'a pas de généraux qui peuvent être là-bas pour respecter ses consignes, mais alors c'est lui qui en a la responsabilité principale parce que c'est lui qui gouverne. Donc c'est pour ça qu'il allait résider à Boba pour vérifier que tout se passe normalement en tant que commandant en chef. Et lorsqu'il y a un problème comme celui-ci qui menace le monde entier et que c'est dans le banditisme international tel qu'on a souvent expliqué, il faut bien, parce qu'on a en mission principale de protéger les peuples, qu'il s'implique lui-même physiquement. Parce que l'implication du chef d'État, c'est peut-être anodin pour beaucoup, mais la présence physique d'un chef d'État quelque part à ceci de particulier qu'il apporte du souffle sur la psychologie et la sérénité des populations. Imaginez à cet instant Paul Biya à Douala pour vérifier que tout se passe normalement, mais la ville va bouger et les populations vont sentir que le chef de l'État est avec elles, et donc à ce moment-là, on sait qu'on est gouverné. Alors, si vous prenez donc des décisions, vous prenez votre retraite dans votre village, vous attendez les résultats sur place, comme cela est souvent le cas au niveau du palais à Yaoundé, eh bien, les populations vivent sans
imaginez ces instants qui sont gouvernés. Et donc, c'est à ce moment que ceux qui sont les collaborateurs que vous évoquez, qui vont souvent là-bas avec les très hautes instructions, alors que le chef d'État n'a donné aucune instruction, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de résultat pour la crise anglophone et on était obligé. Des gens même sont sortis avec des voix de fait, disent que les anglophones c'est des affamés, ils vont venir nous voir. Le ministre de la Justice est sorti, celui de la communication, ils ont embauché les trompettes d'intoxication alors qu'il fallait régler un problème pour donner des conférences de presse bidon, raconter n'importe quoi. Donc il faut absolument que Biya prenne sur lui la responsabilité, la conscience intelligente que c'est lui qui a été élu par les Camerounais et donc c'est lui qui doit prendre les responsabilités. Alors à aucun moment Afrique Média n'a apporté du quiproquo là-dedans en signalant qu'il y avait un autre chef d'État. C'est lui le chef d'État. C'est pour ça qu'il est interpellé sur la place publique. Alors ce n'est pas un problème politique ici, c'est un problème de santé publique. Il faudrait que tout le monde... Or, la santé publique fait partie des politiques publiques. Les politiques publiques qui sont dans le giron de la politique qui est gérée par le chef de l'État parce que c'est le garant justement de ces politiques publiques. Il doit se mettre sur la place publique seul, lui-même, et il donne des instructions. Il veille à ce que ces instructions soient respectées. Et je voudrais aller en arrière pour retrouver qu'il y a eu un président au Cameroun avant Paul Biya qui s'appelait Amadou Ahidjo. Lorsqu'il donne des instructions, et il était sur le terrain. Après vos rapports, le gars prend sa gandoura, il descend sur le terrain pour vérifier que ce que vous avez dit est vrai. Il se faisait même contrôler par des policiers à des postes de police dans la nuit. Et il présentait sa carte d'identité, les policiers sursautaient, ils disaient non, c'est le chef de l'État. Il dit non, non, faites votre travail. Alors, c'est ça un chef d'État. Il faut descendre, il faut arrêter de suivre les rapports qui arrivent, alors que le Cameroun était pays à revenu intermédiaire en 1981, aujourd'hui pays pauvre, très endetté, très affamé, mendiant systémique et systématique international. Et donc, sur le plan social, il faut faire attention à la santé, je l'ai dit et je le répète, c'est la première richesse que l'on puisse considérer dans la vie avant qu'on ne réfléchisse à la liberté, donc l'absence de contrainte. C'est de ça qu'il est question et il ne faut pas se perdre en conjecture. Donc on n'a pas de problème avec Paul Biya en tant que personne, mais on a un problème avec le chef d'État. Donc il doit prendre ses responsabilités parce que justement, il a reçu le suffrage des Camerounais pour être à cette position-là. Ce n'était pas pour aller rester au village, c'était pour être dehors. Alors nous allons poursuivre au standard avec Patrick d'Allemagne. Bonjour. Ce matin, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde, un grand bonjour aux standardistes et aux techniciens, ce braves hommes et femmes, du courage à vous là-bas, et bien sûr un bonjour à monsieur Patrick Sapak, qui est dans un état de froideur que j'aime voir dans ce monsieur. Quand il est froid, il est hyper percutant. Donc, comme ça, je remercie Afrique Média, je remercie toute la chaîne, je vous remercie ma chère sœur Linda, vraiment pour le courage, parce que ça demande du courage dans l'écosystème médiatique du Cameroun à l'heure où nous parlons, de mettre un tel sujet sur le plateau. Et vous savez bien que les adeptes de l'inertie, donc de ceux qui ont amené le Cameroun, soutenu M. Biagadi, le Cameroun dans cet état de putréfaction, ne seront pas contents de ce sujet-là. Et surtout une certaine frange extrémiste du FPI qui soutient M. Biya, mais demande à M. Ouattara d'organiser des élections transparentes, vraiment chercher où se trouve l'erreur. Donc moi je dis simplement que, et je l'ai toujours dit, M. Biya en tant que président de la République du Cameroun, c'est pas une faveur, mais c'est une obligation constitutionnelle de protéger le peuple, c'est-à-dire de sortir quand il y a crise. Et nous sommes véritablement en crise, il doit se montrer. C'est un minimum, c'est pas une faveur, c'est une obligation constitutionnelle. Il s'agit d'un de ses devoirs de protéger la nation et de rassurer la nation en période de crise. Donc, aussi longtemps qu'il ne se montre pas, il ne faudrait pas qu'on soit surpris du désordre gouvernemental qui est fait. Et je salue le ministre de la Santé parce qu'il se bat. On sent très bien, quand on lit la sémiotique des gestes gouvernementaux, que le ministre de la Santé est infusible. Il est envoyé par tous cette poignée d'hommes qui tient le pouvoir actuellement où nous parlons, il est envoyé par ces messieurs-là et ils viennent, c'est-à-dire à répétition, nous pondre des communiqués qui sont bien. Mais au finish, on attend l'homme qui a été élu. C'est ça aussi être républicain. On est dans une république et non une monarchie. On serait dans une monarchie qu'on pourrait laisser tous les hommes de main du roi faire des choses sans interroger l'état de santé du roi ou alors où il est. Donc on est dans une république, il faut assumer et non des incohérences que j'entends
ça et là. Donc, ma chère sœur, pour sortir par rapport au corona, et je demande à la population camerounaise d'être extrêmement vigilant, parce qu'il y a un chef de parti politique qui, dans son rôle, a donné un ultimatum, et vivement que, pas forcément pour suivre ce parti-là, mais que les populations restent très vigilantes, parce que l'histoire, on a connu des antécédents dans les pays francophones. Pour sortir le coronavirus, ma contribution, comme j'aime toujours le faire, ma chère sœur, voilà comment on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Pendant 40 ans, on a tout l'arsenal juridique et constitutionnel pour établir la décentralisation, le minimum. Hein, le minimum, aujourd'hui, on va aller dans tous les cas, qu'on le veuille ou pas, au fédéralisme. Mais, voyez-vous, si on avait mis la décentralisation sur pied, les régions enclavées du Cameroun auraient été développées, auraient créé des emplois, les maires allaient créer des emplois, et on n'allait pas avoir ce congestionnement de toutes les masses dans 2 métropoles, Yaoundé et Douala, qui étouffent et qui sentent, ça sent mauvais, hein? La saleté partout, parce qu'on a, pour des raisons de gouvernance et de machiavélisme politique, voulu concentrer des gens dans des métropoles pour mieux les affamer, pour mieux les précariser, pour mieux les manipuler à la fin, à des fins politiques. Non, et surtout ethnique et tribaliste. Donc moi j'ai dit, la décentralisation aujourd'hui est un moyen puissant, doter les maires de leur pouvoir et de leur budget véritable, pas les 15% qu'on a entendu, même 40% serait déjà bon, afin qu'ils puissent créer de l'emploi là-bas et que vraiment les métropoles soient plus, plus libérées. Et dès lors, on peut créer des rues dans les métropoles, on peut donner des numéros aux maisons afin de pouvoir, dans des cas à venir, parce qu'il y aura toujours des virus, hein, ne nous le rend pas. Après Corona, il y aura d'autres, parce que les tueurs de ce monde ont décidé de diminuer la population mondiale. Alors, quand on a des villes bien tracées, des rues bien données, des maisons numérotées, on peut faire le confinement. C'est une volonté politique et c'est un problème de leadership et de vision du leadership. Mais quand on n'a pas ça, comme le cas au Cameroun, bon, on peut que être là à souffrir comme on souffre, surtout les Camerounais sur le territoire. Et je prie toutes les familles qui ont les papas et les mamans de 60 ans en montant de faire très attention, parce que bientôt, quand ce truc-là aura atteint, le virus aura atteint son pic au Cameroun et dans tous les pays CFA, ce sont les tranches qu'on verra enterrer au quotidien. Parce que vous voyez, on ne respecte rien de ces ordonnances-là. Les gens sont toujours dans les attroupements, on ne comprend pas pourquoi. On reçoit des vidéos, on reçoit des faits sur le terrain, comme vous tous là-bas. Donc c'est très grave. Voilà les conséquences d'une mauvaise volonté de décentraliser le pays depuis longtemps, alors que l'arsenal juridique et constitutionnel était là. Et pour sortir, j'ai dit, il n'y a pas plus dangereux et méchant, papa, que celui qui a vu le mal guetter sa famille pendant qu'il était encore vivant et fort, et qui n'a rien fait pour cela, et qui, voyant passer de vie à trépas, laisse faire, et vous savez ce qui c'est plus dangereux que la peste et que la bombe H. Merci beaucoup pour cette contribution. Nous avons un autre appelant au standard ce matin. Patrick, nous allons souffrir de les écouter parce que c'est aussi ça la ligne rouge. C'est la tribune qui permet justement aux téléspectateurs du monde entier de réagir, d'interagir, d'apporter des contributions, de faire des analyses sur les sujets qui sont posés sur la table de la ligne rouge. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur et bienvenue. Depuis le Cameroun. Alors, je vais faire ma contribution par rapport à votre... Oui, merci, c'est Jean, j'appelle depuis le Cameroun, c'est pour appuyer ma contribution par rapport à votre émission de ce matin. Alors, ma contribution, sans s'adresser au Cameroun et d'autres pays, je vais parler du management. Quand on demande aux gens, à un certain moment, surtout beaucoup plus, ce qui nous dirige, d'être les gens. J'ai rappelé parce qu'on a du mal à vous écouter. Et en attendant que tout se mette en ordre avec vous, Jean du Cameroun, nous prenons Kofi. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Afrique Média, bonjour Patrick Sapa. Je voulais dire et rappeler au monsieur qui a appelé tout à l'heure que ce n'est pas quelques militants de FPI qui apprécient le président Paul Biya, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui apprécient le président Paul Biya. Le président Paul Biya n'a jamais été directeur d'une rébellion en Afrique. Alassane Dramane Ouattara, lui, il a été directeur de la rébellion qui a tué les Ivoiriens et les Africains ici.
Donc, il ne faut pas comparer Paul Biya et Alassane Dramane Ouattara. Les deux personnalités ne sont pas la même chose. Quand je finis de dire ça, voyons le travail du président Paul Biya. Parce que si le président Paul Biya n'était pas vraiment président, aujourd'hui, tout le Cameroun, aujourd'hui, toute la population camerounaise allait savoir que le coronavirus a tué plus que 10 000 Camerounais. Mais le président Paul Biya fait l'effort de protéger le Cameroun. Il y a la rébellion, il y a beaucoup Arabes. Aujourd'hui, il y a le Covid-19. Vraiment, aider Paul Biya à sauver le Cameroun. Il ne s'agit pas de lui critiquer, de lui parler mal. C'est vrai. Il fait tout, mais ses conseillers ou bien ses envoyés, ses ministres sur le terrain font le négatif. Nous pouvons critiquer ça. Mais, comparer Paul Biya à Alassane Dramane Ouattara, vraiment, il y a une très grande distance. Ce n'est pas la même chose. Le président Paul Biya n'a jamais été directeur d'une rébellion. N'a jamais cautionné une rébellion en Afrique, même dans les pays voisins. Or, Alassane Dramane Ouattara, c'est le directeur de la rébellion qui s'est passée depuis 2002 en Côte d'Ivoire. Et il a été élu comment? Donc, M. Patrick Ouanguen ou bien quelque chose là, à comparer Alassane Dramane Ouattara à Paul Biya. Comment on appelle l'invité qui est sur le plateau là, j'ai oublié son nom aujourd'hui. Vraiment, aidez-nous les Africains à mieux s'armer pour attendre l'Occident. Aujourd'hui, la guerre de Covid-19, c'est l'Occident qui vient nous imposer. Mais faisons l'effort de gagner cette guerre-là avec nos médecins, avec nos praticiens, et nous allons gagner cette guerre. On a déjà gagné cette guerre. Merci beaucoup, Patrick Sapa, Afrique Média. Que Dieu te soutienne à enseigner les Africains et le monde entier. Merci beaucoup, Patrick Sapa. Voilà, merci également à vous, Monsieur Kofi, pour cette participation. Nous allons poursuivre la ligne rouge avec vous, Monsieur Moussa. Bonjour. Monsieur Moussa, bonjour. J'aimerais parler concernant les 71% que l'élu du président Paul Biya. Vous avez dit qu'il a été élu par 71%, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne réagit pas, il ne parlait pas, il n'apparaît pas. Mais c'est là un peu absurde. Pourquoi ce gouvernement nous fasse tout ce mascarade-là? Qu'il apparaisse, qu'il dit au peuple camerounais. Vraiment, voilà ce qui se passe. C'est simple que de rester caché. Plus tard, le chef du gouvernement sort et dire ceci, c'est là, jusque-là. Merci pour l'invité qui est sur le plateau, qui a bien parlé concernant le Cameroun. Voilà, merci. Je crois que nous allons prendre un dernier appelant pour cette première partie consacrée aux appels avant de revenir sur ce plateau. Bonjour. Madame Cissé, bonjour. Allô. Bonjour Madame Cissé. Allô. Et bonjour à Patrick Sapak et bonjour à ma soeur Madame Yao, à mon frère M. Kofi. Merci M. Kofi. Vous savez, le problème qui est sur la table est trop grave. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment souvent, j'aime pas ce mot, les innovations. Quand vous appelez, vous dites que les extrémistes du FPI, nous sommes des extrémistes du FPI et nous sommes fiers par rapport à vous qui n'avez pas de position. Vous soutenez des terroristes ambazoniens, vous n'avez pas de position claire. Vous n'êtes même pas courageux de tenir vos positions sur les chaînes. Vous soutenez des terroristes ambazoniens, c'est ce que nous condamnons, ce que nous dénonçons. Je pense qu'au Cameroun, le président Paul Biya, il doit sortir parce que quand il sort, c'est un grand moral. Ça donne un peu ça rassure un peu les Camerounais. Il doit sortir parce que ça va rassurer tout le monde. Le fait de savoir qu'il est là, qu'il est sur le, comme on dit encore, il est sur le terrain, ça rassure. Mais ce silence, ça ne marche pas. C'est pas comme en Côte d'Ivoire où ils sont allés s'enfermer sur une balnéaire là-bas. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est ce que nous dénonçons, M. Patrick Sapa, c'est ce que nous dénonçons. Face au Covid qui est extrêmement mortel,
Et on nous a fait croire ici qu'on est la 5e puissance économique mondiale. Et le ministre de la Santé nous dit qu'il n'y a que 100 lits et 25 masques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que vous en sentez tous les jours, le monsieur que vous félicitez parce que d'après vous, il est rentré dans l'histoire. Oh, 25 masques en Côte d'Ivoire, 25 respirateurs. C'est ça que la vérité, c'est ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous dénonçons. Ce n'est pas là pour des partis, non, on n'est pas là pour ça. L'heure est trop grave, je crois qu'il faut fédérer nos forces, finir avec le Covid. En Côte d'Ivoire, nous sommes livrés à nous-mêmes. On ne sait pas où partir, il n'y a même pas de test. C'est vrai, il y a le confinement. Mais le confinement, il sert à quoi quand on ne fait pas de tests sur les populations pour savoir qui est malade, qui ne l'est pas. Et la maladie continue de progresser. Et il n'y a pas de mesure d'accompagnement. J'ai appris que hier, le soi-disant Premier ministre est sorti. Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'ils sont là pour brasser l'air pendant que dans les autres pays, on prend des vies. Nos factures d'électricité, comme vous l'avez dit, nos factures d'eau, nos loyers, qui va les payer? J'entends que ça a été différé, on va payer ça plus tard. Ça veut dire quoi plus tard? On va payer les factures plus tard. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Alors que le problème est en bas. On mange comment? Ça sont des réalités. Donnez-nous des solutions. Vous partez nous parler d'agreffage des rues en plein coronavirus. Moi, je pense que ce coronavirus, c'est quelque chose de malheureux. Bon, je pense que ça va changer un peu la donne de ce qui s'est passé au État. On va tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. On va tirer toutes les conséquences. Je vous remercie, Afrique Média. Merci à vous, Madame Cissé, pour votre participation ce matin. Alors, nous allons marquer un arrêt pour prendre la revue de presse en langue anglaise. Une présentation d'Emmanuel Agnoki. Good morning to you. Good morning, Lida. Good morning, ladies and gentlemen. I'm going to take you through newspapers on the continent and beyond, starting with the daily newspaper from Egypt. Headlines of this newspaper say, Egypt reports 54 new coronavirus infection, 5 deaths in the country. At times, a growing press details gives what is happening in Egypt. Egypt has 710 confirmed infection and 46 dead due to the coronavirus outbreak, after reporting 54 new cases and 5 deaths on Tuesday, while 157 patients have recovered and discharged from the hospital. Egypt's coronavirus fatality rate is due to a lack of awareness and the ministry not being informed of the symptomatic which patients had. This was said by the Ministry of Health. In a televised statement on Monday evening, Zayed, who is the Minister of Health, added that 15 of the 41 people who died occurred before the ambulance services arrived to them at their homes. Moving on to Ghana, the Ghanaian Times says millions enter lockdown in Nigeria, Zimbabwe as Africa steps up the virus fight. More than 20 million Nigerians on Monday went into lockdown in sub-Saharan Africa's biggest city, Lagos, and the capital, Abuja, as the continent struggles to curb the spread of the coronavirus. The President, Muhammadu Buhari, ordered a 2-week lockdown in the country in a move in order to curb this disease which is plaguing the continent, the African continent and beyond. Businesses are being closed down, non-food shops are being shut, and people are required to stay at home as officials look to track down possible carriers of this disease after reporting 131 confirmed cases and 2 deaths so far. Enforcing the restrictions in spurring Lagos will be a momentum challenge as millions live a simple life in that area. In Kenya, the Daily Nation newspaper headline says Kenya in South Africa tell of the life in COVID-19 lockdown. South Africa started its 21 days national lockdown on Friday as the government stepped up its efforts to combat the COVID-19 pandemic. Besides South Africa, they claim the lockdown has also affected foreigners who arrived in the country to seek a better life. After the lockdown kicked off on Friday, the health department announced that the first coronavirus death and the confirmed cases have tripled over the last 100 marks. Health Minister Zaliwi said that the country has now 1,170 confirmed cases of COVID-19 in South Africa. An increase in 243 new cases from an announcement made on Thursday. At this time, 28,537 tests have been done, and of course, 55 patients were hospitalized in 4 different ICU units, which have ventilation in South Africa.
In Libya, the Herald newspaper of Libya talks about Tripoli's government who have allocated LD 75 million to municipalities across Libya after criticizing them of their inaction. That is, after people have criticized the government of Libya of their inaction towards the coronavirus fight in the country. So the government decided to give the sum of $75 million to the different municipality. The international recognized Libyan government based in Tripoli and led by Fayez Sarraj Araj announced on Sunday and also yesterday the allocation of this sum of money to municipalities across Libya. The amount from the emergency budget came in implementation of what was agreed at the government's 17th of March meeting with the municipalities' mayors to counter the spread of the coronavirus pandemic. The Libya Herald reported yesterday that a group of municipalities had criticized the Sarraj administration for not living up to the promise made at the above reference meeting, which took place on the 17th of March, of how they are going to help the people. This had to push the government to remove the sum of 75 million to distribute to the different municipalities so that they can help fight and contain this disease. In Nigeria, the Daily Trust newspaper headline says Health Commissioner talks of the COVID-19. Only 169 ventilators in 16 states in Nigeria. So the government is announcing to the people that they don't have enough ventilators to take care of all the patients in the country. Electricity traffic hikes still in the country, and people are also calling on the government to look into the electricity domain in the country. June 30th, numbers unknown in the country as Lagos, more than 10,000 people have been required to stay at home because the country cannot take care of the number of cases that will be recorded in the next coming days. We should also take note that Nigeria has decided to reduce 21% of their petrol price as at yesterday in order to permit people to work but to respect the consent which has been given by the government. Moving on to Rwanda. The New Times newspaper of Rwanda says Rwanda writes to Kenya, Uganda over Burundi's cargo blockade. The government of Burundi has formally notified Uganda and Kenya of sudden decision by Burundi to block cargo trucks entering their country through Rwanda. All Burundi borders and trucks transporting cargo from Kenya port to Mombasa transit through Uganda and Rwanda. However, the authorities in recent decision to block this area has spoken about the corridor and the people that have been infected, and so they cannot take any risks in order letting people pass, so they are going to shut down this area, and they are calling on Kenya, Uganda and Burundi to work together so that they can understand each other and for trucks not to be blocked on the road. In Seychelles, the Seychelles Nation newspaper talks about the relief measures for artisanal fishermen in the country. In a bid to offer some relief to the fishery sector, which has recently felt the grappling effect of the coronavirus-19 pandemic, the Ministry for Fishery and Agriculture has implemented an emergency plan to sustain artisanal fishermen during the crisis. The provision of the plan were yesterday announced in a press conference by the Minister of Agriculture, Charles Batina, Interim Chief Executive of Seychelles Fishery Authority, Cyril Bolema, and the Chairman of the Fishery Board, who were in this meeting. In Uganda, the Daily Monitor newspaper talks about the Kampala City Authority. They have decided to mobilize ambulance that will ferry people who are sick and in need of emergency health care service during the 2 weeks lockdown at no cost in the country. This was announced by the Executive Director yesterday. As he said, the relief on Tuesday, ambulance will be able to transport people who are sick, and they gave numbers which should be called if you find yourself sick. Free ambulance will be sent to transport you from where you are to the hospital, so that this will help curb the disease from spreading in Uganda. In Zimbabwe, to end this edition in Africa, government waives duty on coronavirus-19 materials. Duty on imported drugs and other materials used to fight the COVID-19 response have been waived, with the government expressing satisfaction with the mitigation measures put in place by the Inter-Ministerial Task Force set to deal with the spread of the pandemic.
Information, Public and Broadcasting Service Minister Monica Mustadi told journalists during a post-cabinet briefing in Harare yesterday that the suspension of duty was part of the action plan approved by the cabinet. The action plan was presented by the Vice President in his capacity as the chairman of the Ministerial Task Force on COVID-19 response. So, activities are going to be put up in the country and kits are going to be given to people for free. International newspapers now, starting with that of China, which is the daily Hong Kong newspaper. President Xi Jinping stresses green model of growth in the country. The president says care for environmental provides rich economic dividends. President Xi Jinping stressed on the importance of environmental protection during his inspection tour of the eastern China on Monday at the village where he unveiled his theory of ecological civilization 15 years ago. Xi, who is also a General Secretary of the Communist Party of China and Central Committee and the Chairman of the Central Military Commission, talked about the activities the people are going to carry out from now henceforth as the coronavirus disease is dropping day in, day out in China. Moving on to Greece, the Katamarini English newspaper says despite optimism that Greece can check virus spread, the government is concerned over measures being floated with the curve of the number of COVID-19 cases remaining at the relatively manageable gender, which the government believes it has a reason to take measures in an optimal domain in order to restrict people from moving up and down and to see how to fight this disease in Greece. In Korea, South Korea's newspaper, which is a Korea Times newspaper, it says the global lockdown threatens as virus death mounts in that part. Harsh lockdown aim at halting the march of the coronavirus pandemic extended worldwide on Monday as the death toll soared past the number 37,600 amid new cases of waves and outbreaks in the country. Despite silvers of hope in stricken Italy and Spain, the tough measures have confined some 2,000 people at home with a global population of their homes and telling them on how Lagos and Moscow, which is one of the biggest cities, and also what is happening in Virginia, Maryland, the United States of America, and all those places have serious crackdown on their activities. So the country should take note. In Kuwait, 23 new COVID-19 cases in Kuwait. 82-year-old man recovered from the disease. That is the latest news yesterday. The Ministry of Health announced yesterday that 23 people were infected by the novel coronavirus in the past 24 hours. This brings the country's tally of confirmed virus cases to 289. The ministry spokesperson said this yesterday, and so far 11 people have recovered in Kuwait. Moving on to Malta to end this edition of newspapers in Africa and beyond. Malta Independent says the agriculture, fishery being hit by this virus has affected the domain in the country. Agriculture, Fishery and Animal Rights Minister Anton Falero told the media that the coronavirus epidemic has and will still hit the country badly, particularly in the agricultural sector. The entire industry has been affected, not just agriculture, including fishing too. He also said the problem will also hit the country as people will not be having enough from that area as they have stopped people from going to work, but that the government is working on putting subventions for the people in the country and also to see what to do in order to lock down and give people food so that they will not have access outside. Thank you, Emanuela Gnocchi, for the information. Demain, c'est un autre jour. Nous aurons certainement d'autres informations, mais comme nous avons pu le constater, tout quasiment les unes parlent du Covid-19. Alors, de retour sur ce plateau avec vous, Patrick Sapak. C'est vrai qu'il y a plusieurs réactions que nous avons eues tout à l'heure. Et malheureusement, l'entendement de certains de nos téléspectateurs n'est pas le même que... Il y a beaucoup qui n'épousent pas justement votre logique. Non, ici ce n'est pas une question d'épouser ma logique. Je ne cherche pas à faire épouser ma logique à qui que ce soit. Ce sont des analyses froides et qui s'imposent justement dans la direction que nous observons dans notre continent, notamment au Cameroun. Il faut rester froid pour analyser la situation du Cameroun. Parce que ceux qui ne sont pas au Cameroun sont à milieu d'imaginer ce qui s'y passe réellement.
Et parce que vous avez un ensemble de turiféraires prébandiers qui se sont greffés autour de Paul Biya et qui font croire à tout le monde qu'ils ont la connaissance infuse. Et justement, nous avons le résultat. Nous avons le résultat parce que quand vous cherchez à trouver d'où est-ce qu'on tire les ressorts justement des objectifs qui sont fixés, vous savez, dans une économie qui est à 80% adossée sur l'informel, c'est une économie de mafia. Parce que je voulais dire que la mafia, c'est une organisation criminelle qui s'appuie justement dans ses activités sur une direction collégiale occulte et qui repose sur une forte infiltration et de la société civile et des institutions. Et là-dedans, lorsque vous avez donc 80% d'une économie qui est adossée sur l'informel et donc vous ne pouvez pas avoir l'efficacité justement dans le contrôle des taxes et des impôts pour approvisionner l'assiette fiscale, vous allez avoir des résultats comme 17 membres du gouvernement en prison, y compris un premier ministre pour détournement, et des patrons des exécutifs municipaux. Ils ont un quartier 13 à Kondengui, ça c'est la prison centrale de Yaoundé. Là-bas, ils y séjournent avec les receveurs municipaux. Donc, tout ce monde-là est là parce que justement, il n'y a pas d'objectif clair. Vous avez parlé tout à l'heure de ce que Macky Sall a pris comme décision là-bas. Il avait calibré sur les 1000 milliards pour dire que 200 milliards vont servir justement à supporter les entreprises qui sont en difficulté, et je les ai cités au départ, les secteurs qui sont touchés par cette affaire-là. Donc 200 milliards pour amortir justement la dette que ces entreprises-là depuis décembre 2019 ont sur l'État, notamment sur l'assiette fiscale. Il a parlé d'apporter 54 milliards pour les ménages qui vont avoir des problèmes, et on va veiller à ce que les chômages techniques et partiels qui vont arriver à la suite de cette affaire-ci ne puissent pas ensevelir justement la capacité du pouvoir d'achat à tenir les engagements au niveau familial et des populations là-bas. Il a parlé de la diaspora dont les chancelleries sénégalaises à l'extérieur devraient prendre à bras le corps la surveillance et le contrôle justement de la potabilité, la santé des populations de ce côté-là. Donc ça, ce sont des objectifs qui sont hiérarchisés, quantifiés, réalistes et cohérents, mais qui sortent de la décision qui est issue de la volonté politique qui est tenue par un chef d'État. Alors, si vous sortez dans 1 milliard, pour dire, bon, je donne 1 milliard, je crée un fonds de solidarité pour que tout le monde cotise et machin, on ne sait pas où aller. Et comment on a calibré cette cotisation? Comment est-ce que ça va s'utiliser? En zone anglophone, on a organisé un dialogue, on a commencé à partager l'argent aux gens, justement pour essayer de conforter et légitimer ce congrès du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, déguisé en dialogue, parce que ce n'était pas un dialogue ça. Et donc, vous voyez que l'argent a été évaporé seulement pour gérer des problèmes politiques. Et vous savez que pendant qu'on était au cœur de cette histoire de crise de coronavirus, le Paul Biya a orchestré l'organisation d'une élection partielle en zone anglophone pour compléter le Parlement et continuer justement d'avoir la possibilité de gérer, alors qu'il y a des problèmes. Toutes les décisions présidentielles se prennent dans le monde aujourd'hui seulement dans une seule orientation, c'est comment prévenir le coronavirus. Comment prévenir cette pandémie qui est indiquée comme telle par le monde entier? C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas d'aller se perdre en conjecture. Il n'y a pas de problème avec Paul Biya. En tant qu'individu, je le répète, c'est le président de la République. Et en tant que tel, il faut qu'il prenne des décisions. Et prendre des décisions, ça ne suppose pas de rester dans le palais. Ça suppose faire des sorties et veiller à ce que ces sorties-là soient suivies par une action. Parce que gouverner, c'est communiquer, bien évidemment, mais c'est surtout agir. Parce que lorsque agir s'impose, parler devient trahir. Alors vous avez un gouvernement à Yaoundé qui passe le temps à parler. Parce qu'il n'y a pas de politique globale qui soit traçable et qui va encadrer les politiques publiques pour secteur par après secteur. C'est pour ça que le ministre de la Santé peut faire des sorties sans qu'il y ait un impact réel. Alors, donc, ce n'est pas une communication pour faire de la délation ou mettre quelqu'un en difficulté. Nous sommes des hommes de terrain. Je suis allé en pratiquement 24 heures dans presque toutes les institutions sanitaires pour vérifier ce que je dis, et en prenant justement des témoins, j'ai même échangé avec les patrons de ces institutions hospitalières-là. Donc, ce n'est pas de la blague et ce n'est pas de l'amusement. Lorsqu'il faut gouverner un peuple, on n'est pas là pour jouer seulement à la politique politicienne.
parce qu'on veut rester au pouvoir. Je n'ai pas de problème avec le pouvoir, mais quand il s'agit du peuple, il faut faire attention. Il faut faire très attention et je n'analyse pas comme les autres cette situation-là, parce qu'il y a les faits et il y a la vérité des faits. Donc, les uns sont là pour dire les faits, moi je suis là pour dire la vérité sur ces faits-là. Donc, c'est ça qui est la question, Lynadis. Effectivement, et avant de prendre la revue de presse en langue espagnole, nous avons Marc qui est en attente depuis quelques petites minutes. Bonjour Marc. D'accord. Bonjour ma très chère sœur Linda. Bonjour. Je salue comme ça le guerrier intrépide Patrick Tapac. Je salue le call center. Je salue tous ceux qui apportent leur contribution pour la cause. Alors, permettez-moi très rapidement de faire mes civilités à Mafrique. Le grand frère Awana, pasteur Soa du Ghana, Abou d'Angleterre, Delta Bujumbura, Margot du Cameroun, Badoué de la Côte d'Ivoire, ainsi que Kofi, nos voyants de la Côte d'Ivoire et des États-Unis, ainsi que du Cameroun et de l'Allemagne. Alors, une fois que j'ai dit cela, je reviens sur la thématique de ce matin. En tout cas, je vous remercie pour cette thématique. Parce qu'au moins, Afrique Média est en train de s'inscrire, comme toujours, dans son rôle qui est vraiment percutant et pertinent. Je remercie, et j'ai toujours dit, ce n'est pas pour placer le guerrier. Guerrier, sois rassuré, hein, ça vient du cœur. Et toi aussi, ma chère sœur Linda, tu es aussi percutante. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il faut que deux fois, les Africains, quand on intervient, quand on parle de l'Afrique, qu'on fasse tomber notre masque d'émotion et analyser froidement la situation. Mais pourquoi? Si depuis là on n'avance pas, c'est parce qu'on a fait vraiment, c'est-à-dire, on ne fait pas ce qu'il faut dans la froideur. Et nos chefs d'État, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent tout ce qu'ils font. Comment se fait-il qu'on dit toujours qu'un chef d'État, c'est la personne la plus renseignée d'un État? Mais quand il y a des situations, ils font ce qu'ils veulent. Donc moi, je vais dire une chose. Je vais sortir quelques éléments pour que les gens comprennent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est hyper important qu'on fasse le profilage et le profil de chaque chef d'État pour que le peuple connaisse à qui ils ont affaire. Regardez, je prends le cas du président Paul Biya. Quand il pose un acte, je vais l'approuver. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est toujours proactif et qui est dynamique. Quand tu poses un acte et qu'il y a des conséquences, tu ne peux pas continuer dans la même trajectoire. Il faut savoir changer de chemin quand tu t'es trompé ou quelque chose comme ça. Ça fait combien de temps que le président Biya dirige par délégation? Et si ça n'a pas de résultats et que les gens font des détournements et autres, pourquoi il ne faut pas changer de stratégie, de manière de faire? Regardez, moi je vais revenir très rapidement. Quand il s'agit de poser des actes importants, il ne bouge pas. Mais quand c'est Macron qui demande qu'il vienne en France, mais c'est monsieur, mais avec son âge, il se permet quand même de venir. Écoutez, regardez, moi il y a des choses comme ça qui me... C'est-à-dire, ça m'exaspère. Mugabe, notre patriarche Mugabe est décédé, il n'est pas parti. Ses fils sont décédés à EDK, il n'est pas parti. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui culminent. Mais c'est quoi cette histoire-là? Comme l'a souligné le patriarche, le guerrier, on n'est pas chef d'État en train de caresser le ventre. Nos chefs d'État, ils ne seront pas là seulement en train de caresser le ventre de la femme. Non! Au lieu de se faire caresser le ventre, ils sont là pour travailler pour le peuple. Quand on est président, on n'est pas là pour se reposer, on n'est pas là pour dormir. Il faut travailler pour son peuple. Donc, moi, je suis d'accord si le président Biya agit, il travaille, je suis pour. Je vais toujours le soutenir. Mais quand il pose des choses, des actes qui ne nous aident pas, on est dans le devoir de lui dire ce qu'il va. Ça fait combien d'années qu'il fait ça? Donc, il y a des situations, il faut vraiment qu'il prenne la mesure, qu'il arrête. Et c'est pour ça que je dis, je vais faire juste un parallèle. Regardez, la Côte d'Ivoire, on a eu au fait Boigny. Les gens n'ont pas pris le temps d'analyser les choses. Au fait Boigny est parti, il y a eu la catastrophe. C'est pour ça que je demande toujours au peuple camerounais, tous les Camerounais, qu'on soit conscients. Il ne faut pas qu'on reste seulement en train de dire soutenons Paul Biya, Paul Biya. Non! Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'ombre. Les gens sont très intelligents, ils agissent en anticipation. Donc ils préparent les choses. C'est pour ça que je dis, à la tête du Cameroun, après Paul Biya, là, il faut qu'ils sachent. Il n'y aura qu'un nationaliste. Personne d'autre va venir. C'est-à-dire, ils sont en train de préparer, ils ont déjà planifié des choses des années avant.
Et comme j'ai dit, il faudrait qu'on s'arrange avec le président Biya, qui trouve un moyen pour avec un consensus par les Camerounais, de trouver quelqu'un qui est nationaliste pour présider, même de son vivant. Parce qu'on a besoin de son expertise. On ne va pas laisser mourir ce monsieur et après on va dire, non, on s'arrête de repartir à zéro. On a besoin de son expertise et ça va se faire de son vivant. Et c'est pour ça que Paul Biya doit très rapidement prendre des décisions de trouver des gens qui ressemblent à Patrick Sapa, qui puissent vraiment prendre les rênes du pays et faire avancer les choses. On peut continuer comme ça. Je vous dis, le Cameroun, c'est parce qu'on sous-estime. C'est un pays béni. Et si on avait quelqu'un qui avait la proactivité, je vous assure, nous on serait très loin. Regardez, Bobien Guéman, c'est quelqu'un qui va sur le terrain. Si le président Biya ne pouvait pas même, il demandait des comptes à chaque fois. On met les gens en prison. Où est le résultat aujourd'hui? Où est le résultat des gens qu'on met en prison? Et des fois, ceux qui disent plus en prison, il y a des gens qui sont innocents qu'on envoie en prison. Donc moi je dis, président Biya, et je demande à la première dame du Cameroun, il ne faut pas qu'elle se trompe. Regardez comment maintenant la première dame de Aïdio est en train de souffrir. Prends ta responsabilité et aie pitié vraiment du peuple camerounais. Il ne faut pas essayer de faire ces manigances-là. Que après Biya, ce sont celles qui vont... Le Cameroun, ce n'est pas un petit pays. Donc il faut arrêter de s'amuser. Biya, s'il te plaît, fais quelque chose pour ton peuple. On a besoin que tu te décides et tu prennes quelqu'un à la face de tous les Camerounais qui puissent diriger par nationalisme. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, Dieu vous bénisse et encore, on se dit à très vite. À très vite, Marc, depuis la France. Et pour souffler un peu, la revue de presse en langue espagnole, Doña Rosita Monet pour la présentation. Buenos días, señorita. Muy buenos días, Linda Dedi. Buenos días a todos. Empecemos por Guinea Ecuatorial, donde la portada oficial de la República titula: El presidente felicita a su homólogo de Guinea-Conakry. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial nos dice que Su Excelencia Obiangema Mbasogo, jefe de Estado de la República de Guinea Ecuatorial, firma el mensaje de felicitación enviado a su homólogo de Guinea-Conakry, Su Excelencia Alpha Condé, con motivo de su victoria en los recientes comicios celebrados en el país. Siempre en Guinea Ecuatorial, la página oficial de la República pone confirmados 9 casos más de coronavirus en Gabón. Según nos enseña la Oficina de Información y Prensa ecuatoguineana, el Centro de Investigación Médico de Lambaréné ha confirmado 9 nuevos casos positivos más de coronavirus, lo que da un total de 16 casos más un fallecido en la República de Gabón. Esta información fue difundida el 30 de marzo por el portavoz del Comité de Pilotaje del Plan de Vigilancia y Respuesta contra el Coronavirus, Patrick Obiang. Salgamos de Guinea Ecuatorial con esta otra noticia. España alcanza un nuevo máximo diario de fallecidos por coronavirus, según nos informa la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial. Los datos publicados el 31 de marzo por el Comité de Gestión del Coronavirus en España indican la parada de ligero descenso de fallecimientos y que se venía registrando en estos últimos días en el país, tercero a nivel mundial con más víctimas del COVID-19. Persigamos este momento de noticias siempre en África, esta vez con el Jornal de Angola, que publica en su primera página: COVID-19, 90 personas comienzan a abandonar los centros de cuarentena hoy. El Jornal de Angola nos hace saber que el secretario de Estado de Salud Pública anunció ayer en Luanda que a partir de hoy 90 personas comenzarán a abandonar los centros de cuarentena de Kadumbo 1 y 2 en la capital después de que los resultados hayan sido negativos. Por parte de Mozambique, el periódico O País releva en su primera plana ley que ratifica el decreto del estado de emergencia aprobado. O País nos dice que, unidos a tal efecto, fueron detalles que separaron durante 2 horas a los diputados de los 3 escaños hasta la aprobación final del decreto presidencial sobre el estado de emergencia. En Guinea-Bissau, O Demócrata escribe: COVID-19, el gobierno recibe drogas y equipo de protección pedidos en Portugal.
o Demócrata nos informa que el gobierno guineano recibió este martes 31 de marzo medicamentos y otros materiales de protección ordenados a Portugal para combatir el virus COVID-19 que ya está registrado en el país. En Cabo Verde, el periódico A Semana escribe COVID-19. Cabo Verde registra 7 casos sospechosos más. Según nos trae A Semana, este martes Cabo Verde registró 7 casos sospechosos más del nuevo coronavirus, según lo anunciado por el director nacional de salud en una conferencia de prensa celebrada este martes por la tarde en el Palacio de Gobierno en Praia. Por parte de Marruecos, la portada oficial del reino titula COVID-19, los componentes de la Cámara de Representantes movilizados para responder a las exigencias de la situación actual. Según nos trae la página oficial del reino marroquí, los componentes de la Cámara de Representantes se movilizan para responder a las exigencias de la situación sanitaria, velando por asumir sus funciones de acompañamiento, control y cuestionamiento, según afirmó la institución legislativa en un comunicado. Vamos ahora por parte de España, donde el periódico El País escribe en su primera plana: las urgencias alientan la esperanza. El País nos dice esta mañana que la sanidad española ha vivido en los últimos días escenas que médicos con 3 décadas de experiencia no logran describir sin que se les quiebre la voz. Elegir a quién dar la oportunidad de vivir, ver morir a un paciente tras otro, enterarse de que los compañeros se contagiaban sin parar. Nunca imaginé que iba a vivir algo así, sinceramente, según resume un facultativo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Pongamos el cabo ahora en América Latina, precisamente por parte de Bolivia, donde el periódico Los Tiempos pone suben a 115 los casos de COVID-19 en Bolivia. El periódico Los Tiempos nos hace saber que el ministro de Salud Aníbal Cruz informó esta noche sobre 8 nuevos casos de COVID-19. Con estas cifras, en el país los pacientes positivos suman a 115. Explicó por la misma ocasión que 5 corresponden a Santa Cruz, 2 a La Paz y 1 a Potosí. Cortizo anuncia aporte salarial de funcionarios para combatir el COVID-19, es lo titulado por El Siglo de Panamá, que nos enseña que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció la noche de este martes que todos los funcionarios que devengan un salario superior a los $1,000 realizarán un aporte económico al Fondo Panamá Solidario. El Universal de Venezuela publica por su parte: Maduro anuncia 8 nuevos casos de contagios en el país. Según nos trae el Universal, el presidente Nicolás Maduro informó la noche de este martes que se detectaron 8 nuevos casos de personas con coronavirus en el país, aumentando la cifra total de infectados a 143. Año escolar se inicia este lunes 6 de abril mediante la modalidad a distancia. Es lo titulado esta vez por el peruano de Perú, que nos dice que la salud y la educación son el cimiento del progreso de una nación. Ahora, por cuidar la salud, estamos afectando la educación. No podemos sacrificarla más, manifestó el presidente de la República, Martín Vizcarra, ayer martes 31 de marzo. Cerremos esta sesión de informaciones con Granma de Cuba, que escribe en su primera plana: aprueba Buró Político suspender el desfile del 1 de mayo y posponer el Congreso de la ANAP. Granma nos enseña que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidió este martes una reunión del Buró Político en la que se aprobó suspender el desfile del 1 de mayo, así como posponer el Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en anagrama AMAP. Muchas gracias, doña Rosita Moni. Merci. Demain, c'est un autre jour. Et de suite, nous repartons avec le standard, en rappelant à nos téléspectateurs que nous avons une seule thématique sur la table ce matin. Et le sujet nous parle du Cameroun face à la crise du Covid-19.
Le silence du président Paul Biya qui crée la polémique. Au Standard, bonjour. Madame, c'est C.A. Michel depuis la Côte d'Ivoire. Bon, si vous voyez que les gens réclament que les présidents interviennent, c'est parce que le président est un garant moral. Sinon, les présidents ne sont pas des médecins. C'est une crise sanitaire qui concerne principalement les gens du corps médical. Donc, c'est un principe qu'on demande au président d'intervenir. Alors, donc, c'est un problème qui concerne les agents de santé qui doivent rassurer la population. Comme le président est le garant moral, le garant institutionnel, voilà pourquoi on leur demande d'intervenir. Sinon, leur intervention ne peut rien apporter de concret à cette situation. Puisque certains auditeurs, certains appelants ne se sont pas privés de parler de la Côte d'Ivoire dans ce thème, permettez-moi d'en dire un mot. Ici, notre président s'est adressé à la nation. Et pas plus tard que hier, 250 milliards de francs CFA ont été débloqués pour parer à toute éventualité. Cet argent a été partagé au niveau des sociétés, au niveau du corps médical, au niveau des PME, et même le corps médical va être gratifié d'une prime spéciale parce qu'ils sont constamment en danger. Donc voilà la réalité ici. Le peuple ivoirien n'est pas abandonné à lui-même. Non. Nous sommes encadrés. Le grand Abidjan, avec tous les alentours, sont confinés. Aucune voiture ne sort d'Abidjan ni ne rentre à Abidjan. Avec toutes les mesures barrières qui sont appliquées à la lettre, dont le gouvernement ici chez nous est aux côtés de la population. D'abord, 95 milliards de francs CFA ont été débloqués dès le départ. Et depuis hier, 250 milliards de francs CFA sont répartis dans les secteurs les plus sensibles, jusqu'à dans la poche du citoyen lambda. Donc, merci de m'avoir permis de rétablir la vérité. Merci pour cette intervention, mais une autre vérité, c'est que la semaine dernière, du côté de la Côte d'Ivoire, le corps médical avait décidé de faire une grève. Je m'attendais à ce que, au moins, dans votre vérité, que vous évoquiez également cela, cher monsieur. Alors, nous poursuivons avec un autre appelant. Bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Dédi. Oui. Bonjour à Monsieur Patrick Sapak. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je voudrais me prononcer sur le silence du président Biya, qui fait beaucoup de polémiques en ce moment au Cameroun et même dans le monde. Tout d'abord, je voudrais dire que 38 années de pouvoir du président Biya, c'est une exception, même si cela plaît ou déplaît à certaines personnes. Ça fait de lui un président pas comme les autres. Ce n'est pas pour le situer au-delà des autres, mais je veux dire qu'il est une exception avec cela. Et quand on a une exception, on peut avoir des approches différentes devant des solutions, devant des problèmes. Alors, je veux dire que à son degré de gestion du pouvoir, il a un certain nombre de degrés de compréhension que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que je veux dire en réalité? Je veux dire que dans la vie, on n'est pas obligé de faire ce que les autres font. L'important, c'est d'être efficace dans ce qu'on fait. Je ne peux pas dire que de manière unilatérale, jusqu'alors, les mesures prises par le Cameroun
ont été mauvaises. Je pense que le Cameroun, avec les moyens qui sont les siens, essaye de juguler la crise progressivement, de manière quasi intéressante, même s'il y a des zones de critique. Parlons toujours du président Biya. Je vais justifier un peu son caractère taciturne. N'oublions pas que il y a quelques décennies en arrière, c'est le même président Biya qui appelait souvent le journaliste Eric Tindé pour se faire interviewer et dire des choses concernant la santé du Cameroun. On se souvient du fameux « Le Cameroun se porte bien », je crois que c'était en 88 ou 87 là. Par la suite, c'est lui qui appelait M. Charles Nongo, l'actuel directeur général d'Affaires civiles, pour se faire interviewer, pour parler du Cameroun. C'était sans se faire prier. J'ai l'impression que, suite à cette attitude-là, étant donné que beaucoup d'opposants politiques, au fur et à mesure que les années passées, devenaient des détracteurs, eh bien, il a dû choisir de se refermer, de ne plus parler. Parce que chaque fois qu'il parlait, cela faisait de la polémique. Vous savez, quelqu'un qui est détracteur, quand vous parlez, il ne prendra jamais à la juste mesure ce que vous avez dit. Il prendra ça à sa façon, il va récupérer toujours. Il ne vous donnera jamais raison. À quoi bon continuer à parler avec des gens qui ne vous donneront jamais raison, qui ne jugeront jamais avec bon sens ce que vous avez dit? Un détracteur est un détracteur. Je pense que cette déception dans l'attitude des Camerounais, de l'opposition, de certaines presses, tout cela a contribué à ce que le président Biya choisisse, je dis bien choisisse, de ne plus parler, mais d'agir. Et pour preuve, lorsque le problème du retrait de la CAN au Cameroun en 2019 s'est posé, dans toutes les polémiques qu'il y avait autour, il a prononcé un seul mot pendant toute cette durée, le mot glissement. Il a continué à travailler efficacement et l'un des résultats, par exemple, c'est le stade de Japoma aujourd'hui que tout le monde admire. Parce que beaucoup étaient devenus détracteurs du président Biya, ça a fait que même certains succès qu'il a engrangés ont choisi de ne pas les voir, ont choisi de les ignorer, ont choisi de faire que ça n'existe pas, ce qui n'est pas correct. Lorsqu'il y a eu par exemple le problème de la raffinerie de Limbe, l'État a jugulé ce problème avec, disons, des réserves financières qu'il y avait. Mais combien les gens ont apprécié ça à la juste valeur? C'est difficile. D'autre part, quand il y a une crise, l'important, ce n'est pas que le président de la République sorte, l'important, c'est les décisions qu'il prend. C'est les hommes qu'il mobilise. C'est les idées qu'il dégage, même si ce n'est pas par lui-même. Depuis que cette crise a cours, combien de fois M. Manaoudo Malachi n'est-il pas monté au créneau pour donner des chiffres aux Camerounais, pour renseigner la population? Le ministre du Commerce, M. Margoula Barga Tangana, le ministre Galé Bibé des Transports, et j'en oublie, M. Moutazé aussi, ministre des Finances. C'est autant de gens qui sont mobilisés depuis que cette crise a commencé. Et quand ils se mobilisent, c'est qui? C'est le président Biya, c'est des hommes qu'il a choisis. Il faudrait qu'on comprenne que quand on donne des responsabilités aux gens, c'est pour que ces gens les exercent. On ne peut pas exiger que ce soit lui-même qui vienne forcément, même s'il peut le faire. Et j'en profite pour dire quelque chose en ce qui concerne le pouvoir en Occident. J'ai vu le président Macron à l'Assemblée nationale faire du one-man show devant les députés français. Je dis que ça, c'est une démarche incorrecte. Une bonne communication gouvernementale, ça voudrait que, lorsqu'il faut parler agriculture, que le président de la République passe la parole au ministre de l'Agriculture. Lorsqu'il faut parler tourisme, que le président de la République passe la parole au ministre du Tourisme, parce qu'il est mal qualifié pour parler avec précision. Alors que nous vous avons écouté, cher monsieur, mais j'ai comme l'impression, en fait, que le débat n'est pas vraiment centré ce matin et qu'il y en a qui pensent effectivement que c'est une cabale montée sur la personne de monsieur Paul Biya. Il est question ici du chef de l'État. Voilà, parce que le Covid-19 se vit
dans le monde, c'est pourquoi c'est une pandémie. Et certains observateurs, outre même des Camerounais, et c'est le droit le plus absolu d'un Camerounais, justement d'un citoyen camerounais, de savoir justement la position du chef de l'État du pays dans lequel il est. C'est de ça qu'il est question en fait. C'est de ça qu'il est question. Oui, il y a des instructions qui sont données, comme nous le laissent entendre justement ces différents ministres. Mais lorsque des instructions sont données et que ces dernières ne portent pas les fruits escomptés, qu'est-ce qu'on fait? On continue dans le laxisme? C'est une question qui est posée et qui taraude les esprits des uns et des autres. Les gens voudraient avoir des réponses à ce genre de questions. Oui, vous parliez, beaucoup de personnes parlent aujourd'hui des mesures d'hygiène qu'il faut respecter. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Même en Côte d'Ivoire, il y a, même si elles sont minimes, il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prescrites par le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. Au Cameroun, il n'en est rien. Le ministre de la Santé, oui, vous le dites, il sort des communiqués, mais rendez-vous compte, ce sont juste des communiqués ajustés, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans les communiqués, excepté les ajustements sur les nombres de cas testés positifs, sur le nombre de décès, sur le nombre de ceux testés négatifs, sur le nombre de certains passagers du vol du 17 mars retrouvés. Ce sont les mêmes communiqués, mais juste ajustés au niveau de certains chiffres. Alors, pour vous, si c'est ça travailler, c'est pas mal toujours. Patrice Sapak. Oui, je voudrais toujours apporter des lucioles à la compréhension de ce qu'on déploie ici, édition après édition. Il n'existe aucune école qui forme les chefs d'État. Aucune école ne forme les chefs d'État. Et donc, les chefs d'État, ce sont des politiciens, surtout dans les républiques, qui reçoivent le mandat de gouverner les peuples. Mais gouverner le peuple, c'est justement une conjugaison des politiques publiques et donc c'est une approche technique secteur après secteur. Le chef de l'État a à la présidence ce qu'on appelle les conseillers techniques dans tous les secteurs d'activité de la vie gouvernementale. Donc les ministres ont des postes politiques. Eux-mêmes ne sont pas forcément des techniciens. C'est pour ça que vous allez voir dans les ministères qu'il y a un conseiller technique numéro 1, conseiller technique numéro 2, numéro 3, etc. Eux, c'est les techniciens qui apportent justement l'information technique au ministre qui doit utiliser toute son intelligence afin de ramasser la feuille de route qui lui a été assignée par le chef de l'État à partir des conseils techniques également qu'il a au niveau de la présidence, avec des conseillers techniques secteur après secteur. Donc, lorsque il y a un problème qui se pose en agriculture, le chef d'État est bien posé, il est bien placé pour indiquer au peuple ce qui ne va pas parce qu'il a des conseils techniques déployés par des techniciens qui sont autour de lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut éviter de distordre justement la compréhension de la trajectoire du chef de l'État au Cameroun. Il a appelé celui qu'on appelait Eric Tindie, qui était un journaliste de la zone anglophone, je précise, et qui lui a posé des questions sur la santé du Cameroun, économie du Cameroun. Il venait d'hériter du Cameroun, qui avait un statut économique international, pays à revenus intermédiaires, et qui faisait des dons à la Chine qui menace toutes les économies au monde aujourd'hui, qui servait la matière première pour la production de l'huile de palme au niveau de la Malaisie, qui est devenu le premier producteur au monde de l'huile de palme, qui apportait de l'aide technique au Brésil, à la Corée du Nord, aujourd'hui qui menace tout le monde entier avec le nucléaire. Alors donc, le Cameroun avait ce statut économique. Aujourd'hui, le Cameroun est passé pays pauvre, très endetté et en est fier. Donc, il a dit à Paul-Éric Kingué, c'est mon ami qui est le maire de Djobé Pendia. Donc, Eric Tindie, qui était ce journaliste-là, parce qu'il lui a posé une question désobligeante, qu'il suffit d'un hochement de tête pour que tu sois dégagé de là où tu es. Et il a dû aller en exil. Alors, Charles Ndongo, qui est le patron d'Assiar TV, lui s'est déterminé par son griotisme à l'endroit du chef de l'État
en permanence, de manière constante et permanente. Et c'est pour ça justement qu'il a passé l'âge de la retraite. Le chef d'État allait le ressusciter pour lui donner 5 ans de plus pour ce griotisme systématique autour de lui. C'est pour ça qu'il peut sortir. Donc tout est calibré, chers compatriotes, là-dedans dans cette communication. Donc je note que le Cameroun, c'est le 3e potentiel économique d'Afrique, après la RDC et l'Afrique du Sud. Donc c'est 20 000 mégawatts de potentiel énergétique, le 2e plus costaud d'Afrique après la RDC. C'est 22 millions d'hectares de forêt, ça fait les 47% du bassin du Congo. Même si on continue au Cameroun d'importer le cure-dent, c'est 72 253 km² de terres arables, donc fortement fertile. Et c'est d'ailleurs l'agriculture qui a conçu le Cameroun à travers la révolution verte mise en place par Amadou Ahidjo. Il y a 120 milliards de mètres cubes d'eau, tant sur le réseau hydraulique que sur la nappe phréatique. Ça veut dire que nous avons 58 départements au Cameroun. Chaque département porte le nom soit d'une rivière, soit d'un fleuve. Donc il y a de l'eau à profusion. Alors, 366 000 milliards de valeur financière du sous-sol, 548 sites touristiques viabilisables. Ça, pour ne m'arrêter que là, c'est un pays où les gens devraient venir en clandestinité pour chercher du travail. Alors, si donc les gens sont à bout de souffle, en pas d'imagination et à bout d'inspiration par rapport à toute inventivité politique pour permettre au peuple d'être en sécurité, il y a une voie, parce que la présidence a, le poste de président a justement une autre vie après la présidence. Donc on peut être président, il y a une autre vie après la présidence. Les Barack Obama et tous les autres sont en train de se balader à gauche à droite dans le monde avec leurs enfants et leurs épouses. Ils ont gouverné. Alors, ils sont partis parce que fiers d'avoir servi leur pays. Donc si ça ne va pas, si ça bloque à un certain niveau, parce que c'est de la vie des populations qui les questionne, eh bien on met les mécanismes en place pour partir et laisser ceux qui peuvent prendre. Et ces gens-là vont le remercier pour avoir servi le pays à sa manière, parce que chacun a des limites. Peut-être que ça l'a dépassé, peut-être qu'à des moments il n'a pas pu avoir l'inspiration nécessaire. Mais le Cameroun n'est pas la propriété personnelle de Paul Biya, c'est la propriété collective de tous les Camerounais. Alors, tous les Camerounais doivent être protégés par lui, qui est le garant justement des politiques publiques. Mais tous les Camerounais doivent participer justement à la gouvernance du Cameroun. Donc, et c'est lui qui doit donner l'impulsion. Il ne s'agit pas de rester à la maison, envoyer des émissaires qui ont des ambitions inavouées pour aller vers le peuple, dire tout et n'importe quoi et même tirer sur la base du mensonge cette histoire de hautes instructions du chef de l'État. Parce que c'est ce qui a cours au Cameroun. Donc, il faut que Paul Biya prenne sa responsabilité en main pour le reste du temps qu'il a encore à faire au pouvoir, afin de sortir par une porte où on va continuer de penser que ça a été un peu difficile, parce que lorsqu'il prend le pouvoir en 1986, je rappelle qu'avant qu'Amadou Ahidjo ne parte, les recettes pétrolières au Cameroun avaient produit 4 fois plus que ce que le budget national produisait. Donc il a mis dans ces recettes-là dans un compte camerounais à l'extérieur, pour permettre que si jamais l'indécence des cours mondiaux ne reviennent, eh bien, le Cameroun pouvait vivre normalement pendant au moins 10 ans. Ça avait 10 000 milliards dans un compte camerounais. Alors, je note que ces 10 000 milliards sont partis. La moitié s'est évaporée en 1985 lors de la venue du pape Jean-Paul II au Cameroun. Paul Biya venait d'échapper au 6 avril. Alors, une première partie est partie, on a remis ça. Alors, la moitié qui est restée a été déchiquetée par les collaborateurs immédiats, mais c'est sur la base ethnico-tribale pour asphyxier le Cameroun. Et puis, donc, en 1986, les prix des matières premières ont baissé. On est obligé d'ériger la première lettre d'intention en janvier de 1987 vers le Fonds monétaire international pour se mettre sous ajustement structurel. Ça a duré 20 ans parce qu'on n'a pas pu gérer ces programmes d'ajustement structurel. Donc, lorsqu'on revient à la solvabilité internationale, entre guillemets, en 2006 au Cameroun, eh bien, c'est à ce niveau. On peut dire que les termes des échanges n'étaient pas très bien dans l'orthodoxie. Eh bien, mais quand on arrive en 2006, c'est là où on doit recalibrer justement la mise en place d'un ensemble de choses, puisque constitutionnellement, il doit partir du pouvoir en 2011. Donc, il devait utiliser ce temps-là pour remettre les balises et remettre les batteries, afin qu'on puisse avoir une économie prospère à partir du potentiel que je viens d'indiquer tout à l'heure. Mais, on est resté dans des options politiciennes. Et puis, 2011, il y a ce qu'on sait. Il est revenu au pouvoir en ayant enseveli la Constitution. Le voilà en 2016 qui s'apprête encore à partir en 2018. Et là, on n'a pas toujours de politique publique claire. Et quand lorsqu'il parle de la CAN qui a été retirée au Cameroun, je note que c'est depuis 2014 que cela a été décidé par l'instance fêtière du football.
Depuis 2014, on a passé le temps à réfléchir seulement à la candidature, mieux qu'à préparer l'infrastructure justement pour accueillir cette phase finale de la Coupe d'Afrique. Et donc, lorsque le temps arrive, on se rend compte que sur le plan infrastructurel, il n'y a pas de problème. Il y a même une crise anglophone qui est arrivée à la vie et qui empêche justement que la sécurité soit mise en place pour accueillir une première phase finale de la Coupe d'Afrique qui va avoir 24 équipes. Et donc, ça devient compliqué. Et on est resté là. Voici coronavirus qui est arrivé, qui est une pandémie qui est décidée par les bandits internationaux. Il faut protéger nos pays et on a besoin que le chef de l'État prenne des décisions courageuses. On n'a pas besoin qu'il envoie des émissaires, des ministres à gauche et à droite pour aller parler parce que les ministres de BIA sont très spécialisés dans le bavardage. Donc quand ils parlent tous les jours. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est fait alors que rien n'est fait. Donc il faut faire très attention. Il s'agit de la protection des peuples et là-dedans, il ne faut pas s'amuser parce que le Cameroun n'est pas la propriété ni de BIA, ni d'un groupuscule d'individus tapis à Yaoundé pour prendre des décisions maladroites au nom d'un peuple dont ils ne sont pas légitimes. C'est de ça qu'il est question. Et donc, il n'y a pas à s'amuser ici. Il faut rester froid dans cette analyse-là parce que le peuple camerounais ne mérite pas de se retrouver par la maladresse des politiques publiques dans une situation déplorable. Et nous repartons au standard avec un appelant. Paul Déric, bonjour. Bonjour Linda Dédir, je salue comme ça Patrick Sapak, je salue le standard et je vous dire sincèrement Linda Dédir, merci pour vos questions pertinentes, merci de comprendre la chose aujourd'hui et je pense que Afrique Média, nous avons eu le temps, vous avez eu le temps à nous éloigner de la chose économico-politique, socio-économico-politique du Cameroun pour nous mettre chaque fois les autres pays ouest-africains. Je pense que le moment est arrivé que vous puissiez nous distiller la vie du Cameroun. Ceci dit, Madame Linda Dédir, il faudrait que les gens arrêtent parfois de ne pas voir plus loin que le bout de l'année. Quand on demande à un président de la République de sortir, c'est d'abord par rapport à cette pandémie comment dirais-je, de soutenir, d'apporter un soutien moral à la population. C'est de ça qu'il est question. Apporter d'abord un soutien moral. Et je veux prendre pour exemple, je pense que au Cameroun, nous avons encore un pouvoir exécutif. Quand vous regardez même les pays ici en Occident, qui sont à pouvoir législatif, même le président qui n'a qu'un rôle symbolique, ils ont pris de la parole pour dire à le peuple quelles sont les mesures qu'il fallait prendre. Quelles sont les mesures à adapter? Même des mesures économiques. Et je mets quiconque au défi qu'au Cameroun, on nous parle du don du chef de l'État quand c'est l'argent du peuple camerounais. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est pas un don. C'est toujours cet acte chimère que les gouvernants veulent nous faire croire que le président est au courant alors qu'il n'est rien de cela. Voilà un monsieur qui est arrivé au pouvoir. Le Cameroun lui a tout donné depuis les années 50. Mais qui veut sortir par la petite porte? Par la petite porte. Hein? Les gens viennent nous dire, quand un appelant qui vient d'appeler, pour nous faire croire que le stade de Japoma est en train de finir, de terminer là-bas, parce que c'est le président. Mais je voudrais lui rappeler qu'à 2 pas de la présidence, il y a un stade Paul Biya. Il n'est jamais allé là-bas. Je voudrais que les Camerounais prennent le mal en patience. Car on dit, il y a un proverbe qui dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Je pense que le patron aujourd'hui, le peuple souverain camerounais, est en train de se rendre, de voir la vérité qui est en train de sortir. Parce que depuis, dites-moi, monsieur Patrick Sapak, en 38 ans, un seul gouvernement de ce monsieur qui a travaillé pour le peuple camerounais. On nous a toujours dit les bonnes réalisations, les bonnes opportunismes, les bonnes, je ne sais quoi, mais rien de cela. Voici 2 ans que ce monsieur a été élu, on nous a 71%, mais on ne voit rien. Patrick Sapak, vous parlez tout à l'heure de la Cannes. Je veux parler de l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est-à-dire une autoroute qui relie les 2 métropoles économiques de ce pays. Depuis 2012 que ce projet était lancé, il n'est pas encore terminé jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, en 10 ans, a fait des réalisations, on peut le critiquer, on peut être contre, mais il a fait des réalisations que le Cameroun, en 40 ans sous ce régime, n'a rien fait. N'a rien fait. Voilà un monsieur qui pose toujours la première pierre et ne vient jamais
regardez si les travaux ont été terminés ou pas. Alors qu'à côté, en Guinée équatoriale, on a un président de son même âge qui pose des actes et on voit. Hein? C'est ça la vérité. Parlons du confinement. Vu notre système économique, nous avons un système économique qui est peut-être garanti par le secteur informel à plus de 90%. Quand on parle de confinement, Madame Lélandédi, vous l'avez très bien dit, mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Mais s'il fallait construire des stades et voler les milliards de francs CFA, ces gens seraient montés au créneau pour nous dire comment, oui, on va achever les travaux. Mais regarde, entre le Covid-19, cette pandémie au Cameroun, et les sorties des ministres sur les constructions des stades, regardez très bien les postures. Regardez les postures. Quand il fallait tromper le peuple camerounais que oui, on va organiser la Coupe d'Afrique des Nations, les ministres sortaient tous les jours. Émilie de l'Allemagne, là. Okay. Merci, bonne continuité, que Dieu bénisse le Cap. Merci également à vous, et nous allons prendre le dernier appelant pour cette sortie. Émilie, depuis l'Allemagne, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Linda Dedi, bonjour monsieur Patrice Sapa, c'est Émilie depuis l'Allemagne. Je suis quand même étonnée bref, je remarque que le président Ouattara est devenu un exemple ou bien un modèle au pro-Camto. Parce que tous ces gens qui parlent, qui félicitent le président Ouattara aujourd'hui, étaient contre lui hier. Et c'est les fans, on se connaît, c'est les fans de Camto. J'aimerais d'abord remercier à M. Kofi, Mme Sissé, Mme Yao. Monsieur Patrice Sapa, je ne peux pas dire que je suis contre vos interventions, mais j'aimerais dire qu'au côté financier, on sait que le pays est mal géré. Mais notre pays a plus de zones de guerre où je vais dire qu'on a besoin de finances. Depuis un certain temps, le pays, c'est-à-dire le Cameroun a des guerres presque dans plusieurs coins du pays. Donc on ne peut pas prendre l'exemple, c'est-à-dire comparer les finances du Sénégal au Cameroun actuellement. De deux, tous ces gens qui demandent aujourd'hui, soyons clairs et vraiment soyons honnêtes, tous ces gens qui demandent la présidence, c'est-à-dire la présence du président Biya, la plupart sont les pro-Camto qui allaient sur les réseaux sociaux. C'est eux que depuis la semaine passée, ils ont annoncé qu'il est mort. Et d'autres ont montré les images, c'est-à-dire qu'ils ont connu leur montage, qu'il est mort. Et c'est ça qu'ils veulent. Je vais vous dire une chose, monsieur Sapa, vous êtes sur Facebook. Allez voir ceux qui disent que même s'il y a changement aujourd'hui, c'est-à-dire comme on peut dire, bon, supposons d'après eux, le président est mort. Ils n'accepteront pas une autre personne tant que Camto n'est pas président. Ils ne se cachent pas. C'est ce que je voulais dire. Et puis quand on parle même des finances, le pouvoir ne fait rien, c'est vrai. Je suis informé. Hein. Il y a des parents, on a demandé aux enfants de rester à l'école. Aller sur les marchés. Les mêmes parents qui vocifèrent, qui pleurent, qui ont envoyé leurs enfants dans plusieurs marchés. Est-ce que c'est le président Paul Biya qui va demander aux gens de ne pas garder? On a trouvé les stocks de vivres, les cartons, des trucs à Bafoussam plein. On a bloqué ça là-bas parce qu'on se disait qu'il fallait une pénurie pour qu'il y ait hausse de prix. Hein? Je me dis, le Cameroun est pourri. Et du bas jusqu'au sommet là-bas, aucun n'est propre. C'est ce que je voulais dire. Aucun n'est propre. On prend par exemple l'exemple excusez-moi, c'est ma dernière, c'est-à-dire parole là. On prend toujours l'exemple du président de l'Assemblée nationale qui était en Europe ici. Mais attendez, vous avez vu, quand on a fait le tour du monde jusqu'à aller aux États-Unis, où on nous cache même le nombre de milliers de morts qu'on trouve là-bas. Quand on a fait quoi? Dès qu'il est rentré au Cameroun le 25 février, le lendemain, il a commencé à faire le meeting à Douala, aller faire le tour du monde. Et lui-même, il a été en quarantaine. Personne ne parlera pas. Pourquoi nous faisons cette indignation sélective? C'est comme ça qu'on aura un changement. Moi, je vais demander au président Paul Biya, même si il pouvait parler cette semaine, qu'il ne parle pas. J'attends l'ultimatum de Camto. Ce n'est pas quand même comme ça qu'on va prendre le pouvoir, donner l'ultimatum. C'est ça que nous voulons au Cameroun. Le président, d'habitude, on sait
qui ne parle pas. Même quand Kamto était dans son pouvoir, il était ministre. Les émeutes de 2008, Kamto a parlé, le président n'a pas parlé, ça lui a fait quoi? Aujourd'hui, parce qu'ils sont jetés dans la mangeoire, ils commencent à aimer le peuple. Excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Bonne journée. Madame Émilie, merci pour votre coup de gueule ce matin, parce que c'est ce que nous retenons. Et nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette première édition comptant pour le mois d'avril. Ne l'oubliez pas, nous sommes le 1er avril. Soyez prudents, faites attention aux fake news. En ce premier jour du mois d'avril. Ça a été un plaisir de partager le plateau une fois de plus avec vous, Patrice Sapak. C'est toujours un plaisir, Linda Dedi, d'être là pour justement éventrer les entrailles du bandisme international sur le continent africain. Je note que Paul Biya est toujours en vie. Il n'y a pas de problème avec, il est bien entouré par une douzaine de médecins au village, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dedans. J'ai d'ailleurs été en contact avec ses collaborateurs immédiats hier qui ont précisé qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur ce plan-là. Et donc, nous ne sommes pas là pour soutenir un candidat contre Paul Biya. Ici, nous analysons froidement la situation et je n'ai pas besoin de communiquer que Kamto produit pour faire mes analyses parce que ses orientations politiques le regardent. Et je n'en ai pas, je m'en cramponne comme de ma première paire de sandales. Ce qui m'intéresse, c'est que l'Afrique soit protégée dans sa population. Le Cameroun in extenso, parce que le Cameroun fait partie du continent africain. Et je ne suis pas l'ami des présidents qui ne sont pas en phase avec les aspirations profondes de leur peuple. C'est de ça qu'il est question. Et je respecte aussi la position d'Émilie depuis l'Allemagne. Forcément, chacun y va de sa sensibilité et c'est normal. Mais moi, je suis dans la vérité des faits sans avoir besoin de quelque chose. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie du programme d'Afrique Média. Bonjour.